Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. Yes. Ouais, salut Corentin, ça va? J'adore quand tu me coupes alors que je viens de me lancer pour faire l'introduction du nouveau podcast. Oui, le Yes. Yes, le fameux. Tout à fait. Vous écoutez votre podcast qui parle de comics, d'adaptation. Mais aujourd'hui, on vous fait un petit numéro spécial pour parler de comics particulièrement et notamment évoquer l'un des événements les plus importants dans l'histoire de DC Comics récente. De fait, Pas de renommée et pas de notre avis, mais avec le lancement donc en 2021, début 2021 du DC Future State en VO chez DC Comics, donc un événement qui sert de parenthèse entre la conclusion un petit peu de la période Rebirth de DC qui avait été lancée en 2016 et le début de l'Infinite Frontier qui démarra en mars 2021. On s'est dit qu'il fallait accompagner nos back issues qui font un petit peu le récap des numéros Future State avec une émission ponctuelle pour faire le point sur Dark Knight's Death Metal, un gros event de Scott Snyder et Greg Capullo qui a un petit peu, on va dire, servi de point d'ancrage pour la conclusion de cette période Rebirth qui était un peu aussi la publication dantesque et mastodontique du DC Universe pendant quasiment la moitié de l'année 2020. et même New 52 d'ailleurs. Et même New 52. Oui, on considère que ça met fin à la période New 52. En tout cas, c'est ce qui est expliqué dans un des tie-in qui recense les différentes chronologies du multivers. Oui, Mais si. oui. Je suis d'accord avec moi-même. D'accord, eh bien écoutez, nous avons donc Corentin avec nous qui est en accord avec lui-même et qui balance des hot takes en plein milieu sans aucune préparation, puisque vous avez l'habitude d'avoir ce genre de dynamique, c'est-à-dire un gamin effronté qui ne suit pas les règles, qui ne veut pas se conformer à un conducteur, et puis la voix de la raison qui le ramène. De macarons et de brioche. Exactement. Qui dit que Thor c'est chez Marvel. Exactement, voilà. C'est votre duo préféré, puisque c'est le seul qu'on vous propose sur First Print. Et on est donc parti pour faire ce point. Death Metal, qu'est-ce que c'est? Comment? Pourquoi? Est-ce que c'était bien? Qu'est-ce qui était bien sinon? Puisqu'on va vous le dire d'emblée, nous n'aimons pas Death Metal pour plein de raisons qu'on va vous détailler au fil de cette bonne heure d'émission. Mais donc, si vous avez apprécié, que vous avez kiffé de ouf, c'est votre droit et on le respecte. Et d'ailleurs, on sera ravis un jour d'en discuter avec ceux qui ont vraiment apprécié ça, qui trouvent que c'est vraiment une bonne chose en tant qu'histoire et aussi pour l'éditorial de DC Comics. On est très curieux de connaître votre position là-dessus, mais ce sera une discussion à garder pour plus tard. Aujourd'hui, on est vraiment là pour pas juste vous faire une heure à dire c'était nul, machin, même s'il y aura forcément ce genre de passage. J'étais nul. Ouais, c'est ça, ce genre de passage un petit peu à un moment ou à un autre, mais vraiment pour vous expliquer qu'est-ce que c'était, de vous raconter de quoi ça parle. Donc oui, ça va spoiler. Donc à l'heure où on enregistre ce podcast, le 15 janvier 2021, le premier tome de Death Metal est sorti en VF chez Urban Comics, mais on va quand même vous parler du reste de l'événement, afin de vraiment de vous expliquer, si vous n'avez pas envie de suivre tout ce qui se passe, et vous expliquer les tenants et les aboutissants de cet event. Et ma foi, nos excuses, mais pour vous dire de garder vos sous et ne pas acheter Death Metal chez Urban, mais plutôt d'aller prendre un autre album chez eux ou ailleurs. Voilà. Mais c'est un guide et en même temps un conseil de non-lecture. Un guidebook. On fait pas souvent ça, on fait pas des conseils de non-lecture. C'est vrai. Et en même temps, on a fait un Doomsday Clock avec Manu. Mais c'est à peu près tout. Ouais, oui, mais après, le but, c'est vraiment de parler d'un truc qui est sorti, qui est quand même plutôt important, qui est aussi, je pense, assez symptomatique de pas mal de problèmes chez DC Comics. Et donc, lançons-nous, j'ai envie de dire. Le générique, il est déjà passé avant, donc je vais pas le mettre ensuite. Tu veux attaquer le récap ou j'attaque le récap? Vas-y, tu peux faire un petit peu le récap. Comment on en est arrivé là, Dark Knight's Death Metal, dans quoi ça prend un petit peu ses racines, quel est le chemin initiatique qui a permis d'aboutir à cet event? Alors je vais commencer, tu vas finir, parce que tu as plus suivi que moi, je pense, parce que moi j'ai arrêté au bout d'un moment de lire le travail de Scotty chez DC à un moment donné, mais pour résumer, on va être assez lointain. 3 ans en arrière même. Ouais, par là, donc évidemment Scott Snyder, donc, que tout le monde connaît, qui était le lead scénariste sur Batman pendant de nombreuses années, pendant les New 52, et dans les périodes qui ont un peu suivi, qui après fait que plusieurs projets liés au Chevalier Noir comme All-Star Batman, etc., avait fini par s'autoriser une petite folie, un petit crossover qui s'appelait Metal,
dans lequel il... Alors, en VO, le premier, c'était Dark Knight Metal. Dark Knight Metal, Voilà. tout à fait. Qui effectivement s'autorisait un peu un peu de jeu, on va dire, en créant de nouveaux concepts vis-à-vis à la fois de la continuité classique de DC Comics, en créant un autre multivers, un multivers parallèle, parodique, on va dire, plutôt sombre, le Dark Multivers, dans lequel, en fait, des visions cauchemardesques de Batman, des vies qu'il aurait imaginé avoir, mais dans des versions assez négatives, prenaient vie et, justement, venaient peu à peu envahir le réel pour de la grosse bagarre. En parallèle de ça, donc ça, c'était le début, entre guillemets, du Batman qui rit, par exemple, le Batman qui est la fusion du Batman et du Joker, avec tout un tas aussi d'autres versions négatives de Bruce Wayne. En parallèle de ça, Scott Snyder, après justement le DC Universe Rebirth, avait pris la tête de la Justice League et commençait de la même façon à créer tout un tas de nouveaux concepts, le spectre des couleurs ultraviolettes et infrarouges pour les... Le spectre les des lanternes. émotions invisibles, Exactement. c'est-à-dire effectivement, alors je me permets de détailler un petit peu plus Vas-y. certains points, mais c'est vrai que voilà, Batman Metal, en VF ça s'appelle comme ça, ou Dark Knight Metal, c'était cet event qui voulait rendre hommage à la continuité de DC en se rapportant énormément à des travaux précédents, à la fois de Geoff Johns, mais aussi de Grant Morrison, et on voyait effectivement le démon Barbatos, qui était en fait un petit peu évoqué dans les travaux de Grant Morrison à l'époque de Final Crisis, en fait, qui voulait en fait ouvrir, voilà, qui venait du dark multivers et recruter en fait ces versions corrompues du Batman, donc les Dark Knights, les Chevaliers Noirs, pour envahir tout simplement le multivers classique, puisque le problème en fait du dark multivers, c'est que ce sont des mondes en fait qui naissent à partir, voilà, d'idées cauchemardesques, mais par une question d'ordre, on va dire, ces mondes sont destinés de façon à disparaître parce que voilà, c'est tellement sombre, c'est tellement chaotique que c'est pas voué à être viable. Et donc voilà, le Batman qui rit, donc, qui est le plus puissant de ces Dark Knight, ne veut pas en fait régner sur un monde qui est voué à disparaître, et c'est pour ça qu'il accompagnait Barbatos pour aller envahir le multivers normal, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, c'est cette lecture-là, grosso modo, qui décline aussi du Batman de Zoe Reinhardt, de Grant Morrison, qui était l'un des premiers à chercher un petit peu dans le Silver Age, parce que tous ces concepts-là font très âge d'argent, justement. Un âge d'argent dans lequel le Comics Code Authority n'aurait pas eu lieu. Alors, en l'occurrence, pour la violence, c'est vrai, mais c'est plutôt justement ce côté un peu over the top, très coloré, qui s'autorise en fait plein de bizarreries, comme ça avait pu être le cas aussi avec le travail de Neil Adams sur Batman Universe, et qui, quelque part, là, devenait canon dans le sens où c'était vraiment un crossover qui existe dans la temporalité de DC. Mais à l'époque, c'était pas aussi évident que ça. C'est-à-dire qu'il y avait une continuité qui était plutôt pilotée par Bendis, qui était justement celle du Superman, qui avait ses propres événements, ses propres impératifs, les Léviathans, etc. Ce que faisait Geoff Johns avec Doomsday Clock, qui lui justement décrivait aussi une trajectoire vis-à-vis du multivers. Mais qui avait bien déjà dérivé sur le côté, c'est-à-dire que Doomsday Clock en 2016 n'était plus du tout aussi important. Voilà, il y avait la Superman théorie qui n'a jamais eu lieu, une conclusion qui justement posait aussi des questions par rapport à la réécriture de la réalité et le rôle du Dr Manhattan, on va y revenir. Et donc j'en reviens du coup à Justice League, où effectivement là Snyder, en fait, on s'apercevait qu'il avait un plan, c'était pas juste un coup d'essai pour le métal. Il avait effectivement prévu de faire revenir le Batman Who Laughs, le Batman qui rit, et de donner une sorte de très grand vilain, ou très grande vilaine en l'occurrence, à l'univers DC, avec la déesse Perpetua qui finira par arriver. DS qui aurait créé du coup le multivers DC Comics à l'origine, donc le fameux truc qu'on voit justement dans le Bronze Age avec la main qui dépose un faisceau de particules au milieu du néant et qui crée... Alors à une époque on croyait que c'était le Dr Manhattan, en fait pas vraiment, etc. Et on en vient du coup après quelques années à justement créer de nouveaux concepts, la 6ème dimension, etc. à un crossover, donc Doom War, où vont commencer à se positionner des pièces sur un grand échiquier avec Lex Luthor, avec le Batman qui rit, qui envahit la continuité principale petit à petit avec différentes mini-séries, dont une avec Jock, je crois, au dessin, et aussi le numéro sur le Batman Punisher, dont le nom va pas me revenir. Il y a beaucoup de Batman parallèles encore dans la continuité actuelle. Pareil, hein, c'est parce que tu vas vite, tu vas très très vite. On va pas non plus non, mais il faut faire une bonne partie, il faut faire une bonne intro quand même pour que les gens qui nous écoutent ne soient pas complètement perdus s'ils décident un petit peu de voir. Mais à la conclusion de Batman Metal, donc dans l'entre-deux, voilà, juste un point de départ qui était que
pour réussir à affronter Barbatos et le renvoyer chez lui, ils avaient fait une sorte de Genki Dama à base de Metal X, puisque c'était Batman Metal jouait énormément sur la notion de ces métals, de différents métaux, et que ça permettait de faire un lien. Enfin, Snyder faisait déjà un rétro-plan d'ensemble en disant qu'il avait déjà implémenté chacun des métals dont il parlait, des métaux dont il parlait au cours de son run avec le Batmanium, les trucs comme ça. Et en fait, vraiment ce qu'il fallait retenir à la fin de Metal, c'était que le source wall, le mur source en fait, qui est censé délimiter un peu les limites de l'univers DC Comics, du réel, du multivers, en fait, c'était brisé. Il y avait eu un entre-deux qui s'appelait No Justice, en fait, où on s'apercevait, enfin, on nous dépeignait que des titans qui étaient de l'autre côté du Source Wall, en fait, allaient affronter, venaient pour détruire l'univers, et la Justice League, en fait, formait des équipes un petit peu abracadabrantesques, avec des membres un petit peu what the fuck, hein. Il y avait Starro notamment qui était inclus dedans pour les combattre, il réussissait, mais à la conclusion de No Justice, et c'est le point de départ de la série Justice League de Scott Snyder, il y avait un morceau, on ne savait pas ce que c'était à l'époque, mais un morceau du source wall, du mur source, qui dérivait vers Terre, qui s'appelait la totalité. Et Lex Luthor formait une nouvelle Legion of Doom pour s'emparer de ce morceau de totalité, parce qu'il savait que ça allait lui permettre d'avoir un pouvoir incroyable. Et c'était en ça que du coup il arrêtait d'être aussi un gentil, puisque pendant très longtemps Lex Luthor avait été un membre de la Justice League. Et avec cette nouvelle Legion of Doom, il s'accaparait donc la totalité, qui s'avérait être en fait Perpetua, donc la créatrice du multivers qu'on ne connaissait pas, qui est à l'origine de toute chose. Et pendant ce run, Scott Snyder aussi implémentait effectivement, comme tu le disais, le spectre invisible pour créer par exemple le corps ultraviolette des lanternes. Il implémentait aussi en fait il y avait une conception de la Speed Force aussi, inversée, mais là, je sais plus comment ça. Je sais plus. Il a inventé beaucoup de choses. Voilà. Mais grosso modo, pour chaque concept qui existait déjà dans l'univers d'ici, il en inventait un autre, en fait, une autre force, puisque c'était son principe, c'était de dire voilà, il y a des forces de vie et des forces d'anti-vie, grosso modo. Alors c'est pas de l'anti-vie, parce que l'anti-vie c'est lié à Darkseid, mais voilà, il y avait des forces positives et des forces négatives, et le but de Lex Luthor, pour pouvoir ramener Perpetua à la vie et en pleine possession de ses moyens, c'était de collectionner ces 7 forces là, ces 7 forces obscures, dont le spectre invisible, dont la force de lenteur, je me rappelle plus du tout comment elle s'appelle. Et donc en parallèle, effectivement, il y avait une mini-série, le Batman Kiri, que Scott Snyder pilotait avec Jock, où on voyait que le Batman Kiri, qui avait disparu à la fin de Metal, était toujours bien présent dans le multivers, et en fait recrutait tout simplement une nouvelle équipe à lui. En fait, il infectait des personnes pour pouvoir juste en fait fomenter sa propre équipe et régner sur le monde, parce que c'est un vilain qui reste quand même très on va dire très banal en fait, dans son... Derrière l'apparat un peu parodique, ça reste un super méchant, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc dans la première mini-série, il tentait en fait de corrompre directement Bruce Wayne, il n'y arrivait heureusement pas, mais on s'apercevait à la fin que le commissaire Gordon était infecté. Il y avait une seconde mini-série ensuite, enfin pas une mini-série, mais qui a été regroupée en album chez Urban, qui s'appelle Les Infectés, qui montrait en fait que avec différents one-shots, il réussissait à corrompre Supergirl, Donna Troy, Jaime Reyes, le Blue Beetle, et c'était Hawkman, pour former en fait sa propre petite équipe. Et en même temps, parce que vous voyez que c'est vraiment un long chemin, Lex Luthor, lui, donc réussissait à ramener Perpetua à la vie et devenait un petit peu son vassal. Et pour permettre en fait à Perpetua d'asseoir sa domination, Perpetua donnait en fait un nouveau pouvoir à Lex Luthor. Lex Luthor en fait feignait de mourir, de se suicider, et grosso modo Perpetua transforme Lex Luthor en Apex Predator Alpha, une sorte de croisement. En fait, elle lui donne un petit peu de l'ADN du Martian Manhunter, mais elle le transforme en sorte de martien blanc. Donc il est plus grand, plus élancé, très très moche. C'est très certainement un des pires designs qui existe. Et ce Apex Luthor en fait avait pour but grosso modo de faire basculer la Terre dans le chaos, vers les forces du mal. En fait, tout ça, c'était inscrit dans un énorme projet très très long, très fatigant de DC Comics, qui était le Year of the Villain, donc l'année des méchants.
Et à un moment, il y avait notamment quasiment dans toutes les publications de DC, Lex Luthor et sa Legion of Doom qui faisaient apparaître le symbole de la totalité dans le ciel. Ça s'est répercuté sur toutes les séries. C'était vraiment Snyder, du coup, en fait, voilà, qui était parti de son métal qui était relativement important, mais quand même un peu excentré, parce que comme tu le disais, il y avait Bendis et Tom King et Geoff Johns qui avaient leur propre grosses histoires en parallèle, et qui finalement a pris de plus en plus le pas sur l'intégralité de la continuité DC Comics. Alors, là-dessus, on pourra du coup juste faire une petite pause pour le pourquoi, en fait, parce que c'est pas nouveau, mais chacun le sait, je pense, les crises chez DC Comics sont généralement aussi des événements qui sont créés à des fins éditoriales. C'est-à-dire que généralement, par exemple, comme pour Crisis, il y avait aussi le but de relancer un nouvel univers ou de relancer une nouvelle continuité au niveau 0 qui permettrait de se débarrasser de problèmes justement de continuité, de problèmes de cohérence temporelle et de créer de nouveaux personnages ou d'en éliminer certains. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que DC Comics a subi une sorte de grand remodelage interne. Après, peut-être probablement que ça a dû jouer le rachat de Time Warner par AT&T. Et Geoff Johns a pris un peu de distance. Geoff Johns qui avait toujours été l'architecte des grands chambardements de l'univers DC jusqu'ici, en tout cas depuis les New 52. Lui, son plan pour Doomsday Clock a été beaucoup mis en retard, alors a priori parce que justement il est devenu un petit peu l'homme sandwich des productions Warner Bros, télévision et cinéma. Et parce que Gary Frank mettait beaucoup plus de temps que prévu à terminer ses planches. C'est ça, et donc le plan au départ qui devait aller entre DC Universe Rebirth, The Badge, enfin The Button et Doomsday Clock a fini par être lui aussi relégué au second plan. Dan Didio avait prévu a priori un événement qui devait justement accoucher de ce qu'on voit un peu entre guillemets dans Future State avec le Generation 5, enfin le 5G du coup. Ouais, donc une nouvelle génération de héros. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu en fait un éditorial d'ici qui savait plus vraiment où donner de la tête, parce qu'effectivement les débuts de Rebirth, on s'en rappellera encore, mais la conclusion de Doomsday Clock, si Doomsday Clock avait été paru en un rythme mensuel, donc avait duré 1 an comme c'était prévu au départ, à la fin de Doomsday Clock, on devait faire un gap temporel d'1 an, toutes les séries devaient être faire un saut de 1 an, et il y avait une phase 2 du Rebirth qui devait être lancée. Donc ça, c'est complètement été évacué. Après, tu as effectivement ce Dan Didio qui voulait se servir des retombées de métal, puis après de death metal, pour en fait introduire une nouvelle génération de héros, une sorte de all new, all different DC Comics, tout simplement pour avoir un Batman noir, une Wonder Woman brésilienne maintenant. C'est ça, ce qui cadrait avec les plans d'expansion des adaptations, puisqu'on voit quelques-uns de ces personnages-là ont déjà commencé à être adaptés comme vont être adaptés comme Yara Flor ou Naomi, et donc effectivement ce côté rajoutons de la diversité, donc rattrapons un peu le retard qu'on a pris par rapport à Marvel sur ces sujets-là. Mais Dan Didio a été donc mis à la porte. Les raisons précises ne sont pas forcément encore très claires. Selon ce qui se murmure, c'est justement que le conflit aussi avec Scott Snyder vis-à-vis de l'importance à donner à Death Metal ne plaisait pas à Snyder, mais au final c'est ce qui s'est passé, donc c'est compliqué évidemment de savoir pourquoi Didio a été viré, mais sans Didio, qui, en tout cas de quasiment de certitude entre guillemets, Didio était plutôt du côté de Jones, il y a vraiment une prise de pouvoir très méchante de Scott Snyder sur le reste de l'année dernière, dans laquelle du coup personne n'a été là pour mettre un cran d'arrêt à Scott Snyder dans son grand plan Death Metal, qui effectivement est devenu l'argument pour récupérer une partie des idées de 5G, créer un nouvel univers et faire exploser la continuité, et poser les règles dans lesquelles on va évoluer bientôt avec la Infinite Frontier. Tu veux continuer ? Non, pour dire qu'effectivement, faudra nous faire les retours dans les commentaires et voir si ça nécessite d'être développé. Mais c'est complexe. C'est complexe, mais vous allez voir que c'est pas compliqué. Par contre, il y a vraiment une distinction à faire entre ces deux termes, puisqu'effectivement, on vous a donc fait un peu le topo pour vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé chez DC Comics ces dernières années. Je vous ai fait un petit peu le topo aussi de qu'est-ce qui se passait pendant quasiment tout le run de Scott Snyder au final, et c'est quand même une 60aine de numéros avec enfin même plus avec le Justice League, les mini-séries à côté qui étaient pilotes aussi un petit peu avec Joshua Williamson ou James Tynion Ford, tu vois. Il y a vraiment énormément de numéros pour raconter beaucoup de choses, pour finalement arriver à un point de départ qui est d'une part, à la fin de Justice League, Doom War, donc qui était vraiment le gros crossover qui faisait s'affronter la Justice League et la Legion of Doom de Apex Luthor. C'était une intrigue qui était très complexe, avec en fait des voyages dans le temps, puisqu'en fait les différents membres de la Ligue se scindaient en plusieurs groupes pour aller à différentes époques temporelles pour empêcher en fait la Legion of Doom de réussir à ses plans. Ils échouaient, et donc on voyait la Justice League juste s'enfuir à la conclusion de Justice League Doom War. De l'autre côté,
Luthor affrontait aussi le Batman Kiri avec sa troupe d'infectés. Il gagnait l'affrontement, mais dans un ultime retournement de situation, le Batman Kiri faisait une offre à Perpetua en lui disant tu peux pas, en fait, t'as besoin de moi, de cette contrepartie chaotique du Dark Multiverse pour régner sur ton multivers. Donc je t'offre mes services, je vais t'aider. Apex se faisait bien bolosser comme une grosse merde, et donc il perdait ses pouvoirs, ses capacités d'Apex machin là. Et on en arrivait donc à voilà, Perpetua qui a gagné, enfin qui règne en maître, un multivers du coup qui est refaçonné complètement par le Batman Kiri, et c'est vraiment le point d'entrée en fait dans Dark Knight Death Metal qui pourrait presque en fait se lire sans avoir lu tout ce qu'il y avait avant, à part juste que tu risques d'être un petit peu paumé par certains personnages, mais qui est de te dire, on arrive à un moment sur un univers qui est complètement bizarre, tout simplement, en fait, qui a complètement été refaçonné, là, même, je veux dire, d'un point de vue très pragmatique, topographique, voilà, la carte de la Terre, enfin, les continents ont été refaçonnés en logo de chauve-souris. Et sur cet univers, voilà, tous les personnages que vous connaissez sont dans des positions différentes. C'est très post-apocalyptique. C'est très bizarre, en fait, plein de concepts, d'idées plus ou moins inspirées, plus ou moins folles. Mais voilà, c'est vraiment là-dedans qu'on rentre. Et il va y avoir énormément de choses qui vont se passer. Mais encore une fois, ça va être complexe, c'est-à-dire qu'on va vous dire qu'il faut chercher le bidule alpha pour activer l'énergie machin, oui, bah ça... pour faire et l'additionner à ce petit truc pour que, en fait, si tu l'actives au même moment que ça, et ben ça va donner Y, sauf qu'en fait Y ce sera pas forcément nécessaire, donc voilà, plein de choses compliquées, alors qu'au final c'est comme si on te disait, c'est comme si tu te retrouves face à une porte qui est à 2 mètres devant toi et que techniquement pour ouvrir la porte t'as juste à tendre la main, sauf qu'on va te dire non, en fait faut que tu tendes la main, mais d'abord sur la gauche, puis que tu fasses 3 pas de côté, puis que tu fasses un petit salto, et qu'ensuite tu manges ton slip, et ensuite tu peux ouvrir la porte, tu vois, c'est à dire que on te donne un cheminement qui est hyper complexe, mais pour un résultat au fait qui est ultra simple à obtenir. Donc c'est juste ça qu'il faut bien avoir en tête. La trame scénaristique, chaque numéro est simple. Enfin, ça... Moi, le problème que j'ai, on va commencer peut-être par en parler, mais le problème que j'ai avec Batman Death Metal, c'est que, enfin, Dark Knight Death Metal, c'est que finalement, ça ressemble vraiment très simplement à un crossover estival, même limite à un blockbuster en fait. Bah c'est ça à la base. C'est-à-dire que c'est Avengers d'Infinity War slash... Enfin, c'est plutôt le endgame d'Infinity War. Infinity War serait du coup Doom War, qui va grosso modo juste mener à une cohésion des héros de la Terre contre les armées du Batman Who Laughs. Évidemment, le grand conflit cosmique qui fait que, etc. Et la résolution prévisible qui fait que, évidemment, spoiler alert, j'imagine, les gentils gagnent à la fin. Voilà, donc c'est à peu près effectivement très simple. Après, il y a plusieurs choses à dire. Le style de Snyder est très verbeux, effectivement. Il emploie beaucoup de concepts qu'il avait déjà posés, ce qui donne un côté un petit peu parc d'attraction où en fait tout est utile, mais en fait, comme tu le dis, rien ne sert à rien, puisque au final, on sait très bien comment ça va finir. Et ça va même chercher assez loin, puisque on sait que le Metal 1 avait déjà utilisé un personnage connu des fans de Neil Gaiman, on va dire. Là, en l'occurrence, on va encore piquer une idée. Il y avait le Sandman. Il y avait le Sandman. Là, on va encore piquer une idée à un grand scénariste anglais bien plus talentueux que le bon Scott Snyder, pour justifier un gain de puissance du côté du Batman Who Laughs, qui devient effectivement le alpha super méchant de l'univers Snyder. Alors, tu parles de côté post-apocalyptique, et c'est intéressant de se dire qu'entre DC Universe Rebirth et Death Metal, déjà Scott Snyder avait fait Last Night on Earth. Ouais, tout à fait. Quelque part, qui est déjà une sorte de petit brouillon, puisque c'est encore une fois Batman qui est au centre de tout, et un Batman maléfique qui est au centre de tout, une Wonder Woman post-apocalyptique qui est l'une des dernières couches de résistance, on va dire, dans ce monde-là, et une cohésion de héros qui reste pour aller tabasser un vilain. Sauf qu'à l'époque, ça ne durait que 3 numéros, et j'ai envie de dire que c'était plutôt pas dégueu. Non, c'était pas mal, parce que ça restait quand même centré sur le run de Batman, surtout en fait de Snyder. C'était pas quelque chose qui cherchait à redéfinir voilà, tout le multivers et à imposer des concepts. Ça restait quand même assez auto-centré, mais c'est vrai qu'il y avait une certaine obsession de Scott Snyder avec ses univers post-apocalyptiques, ou cette envie forcément de tout réinventer, de tout mélanger, parce que déjà même dans Batman premier du nom, à partir du moment où le Dark Knight, le Batman Kiri envahissait la Terre, tu te rappelles, il y avait la montagne de l'éternité qui surgissait au milieu de Gotham City, ça prenait plein de proportions, c'était déjà très post-apocalyptique à ce niveau-là. Donc c'est que, en fait, c'est une échelle de gradation, c'est-à-dire que tu avais le niveau post-apo 1, c'était Batman Metal, tu as le niveau post-apo 2, mais on le fait un petit peu à part,
mais vachement plus vénère, Non, c'est le Last niveau Night on post-apo Earth. 1, c'est déjà même, c'est déjà même à l'époque de Zero Year, où t'as une Gotham post-apo, etc. Enfin, Ouais, mais ça c'était dans le passé, donc c'était. c'est encore une fois, c'est un tic d'écriture, tu vois. C'est niveau Pour zéro. grossir les enjeux, il faut toujours du post-apo. Ouais, voilà. Pour commencer. Et t'as le post-apo 3 qui est, bah voilà, Death Metal, c'est encore méga plus vénère de ouf, et en plus c'est en continuité, ça se passe vraiment Voilà. dans Alors les du vrais coup, bails. effectivement, les quelques héros qui restent sur Terre sont réduits en esclavage. Le Batman Who Laughs, les Batman qui rient, pardon, les gardent parce qu'il a besoin qu'ils se souviennent des crises. Alors, il y a plusieurs énergies, t'en parlais tout à l'heure, effectivement. Il y a l'énergie positive qui serait du coup l'énergie des super-héros et l'énergie des crises qui serait l'énergie négative dans laquelle puissent Perpetua et le Batman qui rit pour nourrir leur plan d'ensemble. Donc encore un nouveau concept qui est ultra manichéen, mais j'ai jamais vu un truc aussi manichéen que ça. En gros, les gentils ils sont gentils, les méchants ils sont méchants, les gentils ils ont l'énergie des gentils, les méchants ils ont l'énergie des méchants, point. Et t'as Euh, l'énergie d'anticrise ensuite. et voilà, l'énergie d'anticrise, effectivement. Alors, après... Puisque justement, hein, cette référence de crise et d'anticrise, hein, ça a été présenté dès le début, puisque Dark Knight Death Metal en VO, enfin quand c'est chapitré, c'était marqué An Anti-Crisis, Oui, c'est ça. qui était vraiment pour dire, voilà, il y a eu des crises qui ont eu lieu par le passé, donc il y a eu Crisis on Infinite Earth, il y a eu Infinite Crisis, Final Crisis, et aujourd'hui on va vous faire une anticrise. Une anti-crisis. Dark Knight Death Metal ne porte pas le nom d'ailleurs de crisis Ouais, dans. c'est pas Metal Crisis. Voilà, mais par contre, ça a vraiment le même but, hein, puisqu'on on vous l'a déjà dit avant. L'idée, c'est de restructurer un éditorial qui était en déroute et surtout de restructurer en fait un multivers qui était plus ou moins compliqué à comprendre, Mais à se replacer dedans. alors, finissons juste l'introduction par rapport à ça. Donc, effectivement, il y a encore un Batman qui combat Ouais. avec une armée des morts en utilisant la bague noire des Black Des Black Lanterns. Lantern, ouais. Donc là, encore une fois, un concept qui est... En fait, quasiment tout ce qui est DC Universe est utilisé. Tout. La Speed Force a un rôle à jouer. Alors, il n'y a pas la White Lantern. Les Black Lanterns sont utilisés. Le Docteur Manhattan, évidemment, est utilisé, même s'il n'est pas DC Comics proper. C'est pas grave, on s'en fout. On se démerde. On le fait rentrer à la truelle. Ouais, après, je veux dire que Doomsday Clock a quand même Oui, stipulé très que bien. D'ailleurs, Manhattan merci, a joué avec c'est l'univers ça. DC. Voilà, merci de le dire. Effectivement, Death Metal canonise bel et bien Doomsday Clock, même si c'est forcément incohérent avec la trame même que développe Snyder dans sa Justice League, puisque les événements qui sont décrits, enfin, il n'y a pas la Superman Theory, il n'y a pas le combat contre Non, et puis John, les événements de Doomsday Clock, au final, n'ont jamais été en fait cités Voilà. ailleurs. Hein, c'est ça. donc, En fait, bon. ça existe dans une. Si tu mets deux trames, on va dire parallèles, que serait du coup la Justice League et donc tout l'arc de Scott Snyder depuis DC Universe Rebirth et ce que raconte Jones dans Doomsday Clock, c'est pas cohérent. Non. Ça peut pas marcher ensemble. Et même le concept du metaverse fout le camp, puisque il est plus ou moins utilisé, on va dire, mais en tout cas, on reconnaît que Doomsday Clock est arrivé. Donc déjà, ça c'est un truc important de le dire. Tout ce qui est de l'ordre de Bendis, pas forcément à la limite, vu qu'il y a un bond temporel qui est fait au début du numéro, au début du numéro 1, on peut considérer grosso modo que c'est arrivé dans le passé. Ça dérange pas grand monde. Superman a été réduit en esclavage par un Batman qui vient d'une terre dans laquelle il a absorbé les pouvoirs de Darkseid. Différents personnages vont intervenir. Alors voilà, puis la Speed Force se réduit en énergie. On t'explique très vite que à cause de cette réduction, il n'est pas possible de revenir dans le passé pour changer les choses à la Flashpoint. Alors ça c'est pareil, hein, c'est juste une bulle de dialogue qui te le dit et tu t'acceptes, t'es obligé. Voilà, c'est ça, c'est la règle du ta gueule c'est cosmique ou ta gueule c'est magique Voilà. de Scott Snyder dans son écriture. Et peu importe que justement tous ces personnages qui sont censés avoir des pouvoirs beaucoup plus puissants qu'un Batman qui est juste le Batman Joker grosso modo. Voilà, le Batman Joker, le Batman Kiri, du coup, lui commence à créer ses propres terres parallèles. Il en a créé 4 ou 5 au début de l'événement. Et Wonder Woman accepte de travailler pour lui et de devenir la gardienne des enfers. Les enfers où en fait elle enferme les super vilains. Et les super-héros. Et les super-héros pour leur permettre d'échapper au contrôle du Batman Kiri. Donc c'est aussi un rôle de résistance, exactement comme dans la Snyder. C'est à la fois de la résistance, c'est une sorte de compromis, puisque elle tient à protéger les siens. C'est d'ailleurs pour ça aussi que même Aquaman, tu vois, est soumise, parce qu'en fait, eux ont fait le choix de se plier à un rôle pour pas que tout leur peuple meure, tout simplement. On t'explique effectivement que le Batman Kiri a les sœurs de Themyscira sous son joug. Même si ça encore, et là, pour le coup... Alors, je sais pas, parce que du coup, effectivement, là on parle, on n'a pas forcément défini de ligne d'analyse, mais il y a beaucoup de choses qui sont réglées dans les tie-in, en fait, pour cet événement-là. C'est-à-dire que si vous lisez Batman Death Metal de 1 à 7,
vous avez un nombre conséquent de questions qui ne sont pas résolues. Par exemple, les sœurs de Themyscira, ce n'est pas abordé dans la trame principale. On ne sait pas ce qui leur arrive quand Wonder Woman décide finalement de se rebeller avec sa tronçonneuse de vérité. On ne sait pas d'où vient ce fameux Dr Manhattan qui va être utilisé pour être créé, pas pour... pour donner naissance au Darkest Night. Ça c'est pareil, en fait, grosso modo. Alors ça, oui... On en parlera peut-être plus tard à la limite parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur le niveau d'irrespect et de foutage de gueule que convoque Snyder pour faire ça. C'est ouf comment en une page, en une planche, tu peux envoyer les pires doigts d'honneur. Ah oui, non mais en plus pas n'importe qui, tu vois. Et là, pas n'importe qui. C'est bref. Pourquoi pas après tout, hein, mais bon. Après ça, donc effectivement. Tu crois que si un jour Alan Moore il lit ça et qu'il rencontre Scott Snyder en vrai, il lui met une patate. Mon gars. Non, mais il lui met un coup de canne. Mais il lui éclate la mâchoire. Franchement, moi, je serais justement Alan Moore, je ferais un procès, hein, honnêtement. Je pense que même s'il a pas les copyrights, il peut se permettre de faire un procès. Hein. Bref, donc revenons au truc. Alors, Wonder Woman va effectivement décider de se rebeller avec un Swamp Thing rachitique, légèrement atteint. Qui a plus beaucoup de pouvoir et qui va même devenir un bouclier à un moment donné et plus juste servir à grand chose ensuite. Une Harley Quinn. Oui. Enfin, je te coupe, mais c'est pas un bouclier, je crois que il sert de masse en fait. Oui, il se transforme. À un moment donné, c'est un bouclier, à un moment donné, c'est un marteau. Enfin, gros, ça devient le Groot de Avengers Infinity War où ça devient juste la hache de Stormbreaker. Voilà, c'est grosso modo un peu ça qu'on pourrait dire. Alors, donc il y a Batman qui effectivement du coup est mort et fonctionne comme une sorte de zombie à la Black Lantern. Un Superman avec des cheveux longs et l'énergie d'anti-vie qui traverse son corps et qui va le buter à terme. Donc tout est assez fataliste hein, quand même. Il y a finalement très peu d'espoir à trouver dans ce truc-là. Hein. Voilà, et au terme de leur rébellion, ils vont finir évidemment, comme tu le disais, par, grâce à Lex Luthor qui de son côté essaye, à travers Lobo, de réunir différentes énergies qui ouvriront les portes du multivers noir pour permettre d'aller chercher des alliés. L'allié en question le plus utile, entre guillemets, enfin le seul allié en vérité, étant Superboy Prime. Pour après enfin combattre avec tous les héros et les zombies de la Terre contre l'armée du Batman, enfin du Darkest Night, qui finalement voilà, pendant que lui est parti combattre Perpetua, puisque son but à lui n'est pas de laisser Perpetua recréer un multivers, mais de la détruire et de créer un multivers sombre, mais entre guillemets canonique, officiel, et pérenne quoi. C'est ça, pas un dark multivers, mais un multivers qui serait dark du coup, ce qui est génial. Et pendant ce très long échange de mandales, Perpetua nous apprend aussi évidemment qu'elle n'est pas seule dans sa caste et qu'il y a d'autres dieux, une race de dieux qui seraient les créateurs de tous les multivers et pas juste du multivers DC, qui seraient donc les mains. Ça m'énerve. Donc en rapport, voilà, donc le fait d'appeler ça les mains, c'est clairement en rapport avec cette histoire classique de chez DC, donc du chercheur Krona, voilà, a regardé à l'origine du monde et qu'il avait une main créé le multivers en fait. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs êtres complètement. Alors c'est en termes d'échelle de puissance. Non, quand Krona regarde à l'origine, c'est un univers unique. Oui. C'est lui, quand il regarde, que du coup, il fait un crime, entre guillemets, de blasphème, parce que les créatures vivantes n'ont pas le droit d'interroger leur origine, et que c'est là que le multivers commence à se fissurer. Donc déjà, il y a des incohérences par rapport à... Mais de toute façon, faut pas essayer de chercher des cohérences forcément dans ce que raconte Death Metal, en fait, par rapport au passé, puisque y a, de toute façon, à partir du moment où tu as 80 ans d'origine éditoriale et de retcon dans tous les sens, alors que même, de toute façon, si tu veux, le truc, si tu veux, c'est que même la première crise originelle, c'est quand même, si tu veux, elle a émergé d'un vice éditorial qui était, de toute façon, on avait fait trop de terres parallèles, c'était devenu déjà trop compliqué, donc on va essayer de réparer quelque chose qui était trop compliqué. Et à partir du moment où, après, tous les 10 ans, tous les 5 ans, on a essayé de nouveau de régler ça en disant merde, c'est de nouveau devenu trop compliqué, c'est que le vice éditorial, de toute façon, si tu veux, c'est le péché originel de DC Comics. Oui, quoi. Comme Krona. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, moi je trouve effectivement qu'il y a des crises qui sont meilleures que d'autres, mais généralement, c'est des récits qui se tiennent et qui essayent de tenir compte de la continuité. C'est le grand principe de Grant Morrison qui, justement, généralement, essaye de tenir compte de la continuité. On sait, par exemple, que Scott Snyder est un grand fan de Grant Morrison. Il s'est inspiré de lui à plusieurs niveaux. Mais ils avaient collaboré ensemble, même sur le premier Batman Metal, avec un très bon one-shot. Et Batman donc là, par exemple, Scott Snyder t'explique que Multiversity et la Gentry, les méchants qui viennent justement vers le multivers, n'existent pas. Ça n'existe pas. C'est pas canon. Ça, c'est déjà du coup un gros doigt d'honneur envoyé à un autre grand scénariste britannique. Je pense que Scott Snyder vraiment déteste en vérité les scénaristes britanniques plus talentueux que lui. Mais il y a plein de trucs comme ça. Et effectivement, on pourrait se dire que c'est pas forcément pertinent de vouloir être cohérent avec tout. Mais oui, il y a beaucoup de concepts et compagnie. Le truc, c'est que comme d'habitude avec Scott Snyder, il fait un tri dans ce qui l'intéresse lui et surtout qu'est-ce qui
peut s'approprier. Là, quand même, avec Perpetua, il s'approprie l'origine même de l'univers DC. C'est-à-dire que c'est son personnage à lui qu'il a créé, qui a créé le multivers DC. Ça, au niveau égo, c'est déjà quand même assez impressionnant. C'est la mère du multivers. Et à la base, elle a créé du coup aussi le Monitor, elle a créé l'Anti-Monitor, et c'est même là qu'il a inventé un troisième frère, en fait, du coup, qui était le World Forger, enfin, le forgeur de monde, qui était en fait celui qui était qui travaillait dans la forge des mondes, qui avait été corrompu par dont Barbatos était un peu le gardien, et Barbatos avait été corrompu, et c'est ça qui donnait en fait lieu au Dark Multiverse, c'est-à-dire que le concept de la forge des mondes, c'est que tu as ce monsieur avec son marteau là, enfin sa forge, qui construit les terres du multivers, et celles en fait qui doivent en fait disparaître parce qu'elles sont corrompues, en fait, il s'occupe aussi de les détruire, sauf que Barbatos en fait avait failli à sa mission, c'était rebellé, et les terres qui devaient périr ne périssaient plus. C'était pour ça qu'il y avait ce Dark Multivers qui était créé, quoi. Après, ça c'est pareil par rapport à Final mais ça aussi, Crisis, tu vois, à expliquer, je trouve ça tellement compliqué pour pas grand chose. Oui, non, bien sûr. Mais encore une fois, là, donc, par rapport à Final Crisis, c'est justement au Vampire Monitor, etc. Ça dégage, c'est pas important, etc. Bon, pourquoi pas. Je sens vraiment que je commence à m'énerver. Il faut restons calmes. Voilà, restons calmes, restons posés. Non, je suis posé. Et au-delà de ça, du coup, en plus d'avoir créé Perpetua, il va créer en fait les supérieurs. Parce que c'est toujours pareil, c'est comme dans Dragon Ball Z en fait. Tout ce qui est nouveau est plus puissant. Ouais. Tout ce qui apparaît est là pour justifier un gain dans l'échelle de puissance. Tu vas pas créer un nouveau être ultime et dire bon en fait je me fais bolos par Superman quand même. Non, mais je veux dire que Perpetua elle-même en fait a des patrons, des supérieurs hiérarchiques. Mais ça s'arrête jamais. Encore plus fort. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça, c'est Dragon Ball Super. Tu vois, on t'explique qu'en fait au-delà de tout ça, il y a un multivers aussi. Enfin, bref, c'est un gimmick qui justement en fait, je pense à une finalité, parce que là quand même ils en sont à se bastonner avec des planètes dans la gueule. Ils en sont vraiment à genre tu comprends même plus pourquoi lui est si fort, ou alors d'où vient l'énergie de machin, l'énergie de bidule et compagnie. C'est là qu'on dit que ça devient extrêmement complexe, pour pas raconter des choses non plus très compliquées, parce que toute la première moitié de Death Metal, à partir du moment où Wonder Woman se rebelle et fomente son alliance avec Batman, avec une GSA qui est toute vieille et tout classique. Ça, en fait le multivers, enfin le Darkest Night, donc c'est... expliquons, qu'est-ce que c'est le Darkest Night ? Alors, le Darkest Night, alors évidemment, le Batman qui rit a bien conscience que c'est juste un Bruce Wayne qui a été infecté par le Joker, donc il n'a pas des millions de pouvoirs hyper puissants, même si Perpetua lui fait un bon coup de main. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'effectivement, comme dans cette trame-là, enfin dans ce bout d'univers-là, Doomsday Clock a eu lieu, même si c'est impossible, il va recréer l'expérience qui a permis la création du Dr Manhattan avec un Bruce Wayne. C'est-à-dire qu'un Bruce Wayne vit l'expérience de ce qui a transformé John Osterman en Dr Manhattan. Sauf que, évidemment, ce personnage-là va être domestiqué, entre guillemets, par le Batman qui rit. Et on va lui enlever son cerveau. Alors là, ça c'est un plot de série Z, mon gars. On lui enlève son cerveau, le Batman qui rit prend son cerveau, le met dedans, et... scientifique, magique. Et c'est comme ça que ça marche. Ça marche, voilà. Grosso modo, parce qu'on te fait un petit peu un truc très choc, où dans les premiers numéros de Death Metal, en fait, Wonder Woman va tuer le Batman qui rit avec sa tronçonneuse de vérité, sauf que, bien entendu, vu que c'est un Batman Joker, ça reste un Batman qui avait tout prévu, et donc il y avait le corps de ce Batman Manhattan, il s'appelle le Batman Manhattan. Est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour que les gens puissent quand même laisser reposer ce nom ? Il s'appelle le Batman Manhattan, quoi. Donc là, c'est moi qui dois ne pas m'énerver aussi. Et donc il avait tout prévu. Et donc effectivement, quand il meurt, finalement, ses collègues, tous ces autres collègues Dark Knights, là, Chevalier Noir nouvellement créés, prennent son cerveau, le transfèrent dans le corps, et on aboutit d'abord à un Dark Knight, un Batman qui rit tout bleu. Ça, il change son apparence pour reprendre son costume habituel, mais tout bleu, comme le Dr Manhattan. Et ensuite, il décide que vas-y, les couilles, on va arrêter quand même le bleu est la couleur des gentils, et lui, il préfère être un noir. Il préfère être noir parce que le noir, c'est du coup, c'est un être tout de noir vêtu avec une forme vraiment démoniaque, les grands yeux très méchants et tout ça. Alors, qui n'a du coup, par contre, pas grand-chose à voir que le Dr Manhattan, parce qu'il n'a pas la vision du futur que le Dr Manhattan, il n'a pas les visions, c'est juste un super être cosmique qui peut modifier la réalité ou créer des mondes. Et qui se fait
bolos par Jaro au niveau de de où est-ce qu'il peut voir à tel endroit, etc. Enfin, voilà. En fait, c'est juste un dieu tout-puissant, mais qui est pas tout-puissant. C'est-à-dire qu'il est pas omniscient, il est pas omniprésent, il est juste en fait, fort. Voilà, c'est ça, il est juste très 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 fort et tu peux quand même supposer que Snyder voulait juste en faire une sorte d'ultra Batman, tu sais, c'est son idée de l'Uber Batman Dick, plus fort que tout, mais qu'il y a même pas forcément réfléchi à réellement quelles sont ses capacités, c'est-à-dire que si on lui dit vas-y mais fais-moi une grille là, une fiche de perso RPG où tu mais toutes les capacités du Darkest Knight, il sait pas en fait. Il est stylé, il a un bon design. Ça dépendra des numéros et grosso modo l'idée c'est que le Darkest Knight et Perpetua puisent justement dans l'énergie des crises pour façonner leur multivers et pour simplement pour fomenter leur plan. Et donc Wonder Woman dit le plan c'est d'aller en fait de retourner à l'époque des 3 premières crises de DC Comics et de capturer cette énergie pour la transformer en énergie d'anticrise et de rapporter ces énergies d'anticrise sur Wally West qui a aussi notamment dans la mini série Flash Forward en fait acquis les pouvoirs de Dr Manhattan grosso modo. Une partie, mais c'est mélangé avec la chaise de Métron. Ouais, c'est ça. Je vous l'ai dit, c'est complexe pour pas grand chose. Et donc voilà, on fusionne toutes ces énergies d'anticrise chez Wally West et ça permet de contrer, de mettre fin au plan du Batman qui c'est la force en fait, littéralement. La crise, l'anticrise, etc. C'est le côté lumineux, le côté obscur de la force. C'est ça. Et sachant qu'en voulant revenir dans les 3 crises du passé, c'est un plot à la Endgame où on retourne dans 3 grands événements éditoriaux de DC. On fait aussi des hommages à la continuité. Ça permet encore une fois à Snyder de tout se réapproprier et de revisiter tous les pans qui l'intéressent pour dire regardez, j'ai mis mon tampon, Scott Snyder est passé par là. c'est vrai qu'au final il s'est vraiment réapproprié tout moi je pense que quand le mec va à Carrefour DC, il prend une bombe et il tag j'ai été là Scott Snyder, tu vois, et il fait ça partout. Il va au chiottes, il repeint et tout, enfin c'est bref, excusez-moi, je commence à m'énerver encore une fois. Voilà, non mais pour dire que ça c'est grosso modo c'est la première moitié de l'event, donc voilà, c'est ce plan extrêmement complexe, extrêmement compliqué qui finalement ne réussit pas à aboutir. Mais en fait c'est vrai que si tu prends une liste de motivations du méchant, le méchant il veut quoi? Il veut dominer le monde, il veut dominer les mondes. Et il veut il veut battre, c'est no good, tu vois, il veut battre sa patronne et devenir le grand chef. C'est très simple, c'est super simple. Et les héros, ils veulent quoi? Ils veulent battre le méchant. Et en fait, on te fait intervenir plein de noms propres, plein de le tenth metal, etc. Les énergies de Speed Force, mais t'es en mode genre, mais c'est d'une simplicité, comme tu dis, mais infantile, c'est puéril même. C'est un épisode de He-Man. C'est très très simple ce qui se passe. Mais la différence, c'est que Scott Snyder, en fait, c'est un mec qui aime bien justement rentabiliser ses idées. Et quand tu vois, il y a même des personnages et pour rallonger, pour faire semblant d'avoir quelque chose à raconter, peut-être. Mais oui, mais à un moment donné, t'as Swamp Thing avec Abigail Arcane, et elle a exactement le design qu'elle avait à la fin de son run de Swamp Thing à lui. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec se fait un high five à lui-même, tu vois, avec la main gauche. C'est tout ce qui est dedans, en fait, sont des trucs qui sont déjà apparus dans son run de Metal, et dans son run de Hell Horizon, et dans son run de Justice League. Et en fait, tout ça, c'est une sorte de firmament de tout ce qu'il a posé en disant, regardez, tout ce que je vous ai fait chier avec avant, ça va resservir. Sauf à la limite la 6ème dimension, qui est du coup, effectivement, est un peu hors jeu. Mais même ça, tu vois, la 5ème dimension, ils s'en servent avec Lobo qui va par une magie cosmique, qui bute des gens et qui récupère une énergie. Enfin, je vais laisser enchaîner, mais juste, je trouve qu'il y a un trop-plein pour un scénario qui effectivement est juste un blockbuster et qui repose sur des mécaniques de blockbuster très simples. La bataille finale, c'est vraiment une bataille finale et de films de fantasy et de films d'action et de Avengers Endgame, où tu sais, les héros sortent des répliques genre one people, one universe, one battle, one fight, tu sais, des gros gimmicks vraiment, tu sais, de mecs qui ont envie grosso modo de faire du Hollywood, quoi. Ouais, c'est quoi qu'il en coûte, ça j'en sais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux... Sinon, du coup, je peux... Oui, non, pour dire que c'était vraiment c'était cette première moitié et que la seconde moitié justement c'est recrutement en fait de tous les héros du multivers, puisque vu que le Dark Knight a réussi ses plans, il ascend, enfin il s'élève sur un nouveau plan. C'est là qu'il décide d'aller se fighter contre Perpetua, donc effectivement c'est là où on a abouti des scènes qui pourraient être grandiloquentes, mais où tu vois vraiment 2 êtres géants qui se battent en se balançant des terres et puis qui s'envoient des rayons laser justement à la Dragon Ball, où les 2 rayons vont se croiser, faire une grosse boule d'énergie, et qui effectivement manque un peu d'enjeu, puisque c'est compliqué de savoir exactement où on en est sur l'échelle de puissance. Enfin, c'est tellement grand, c'est tellement surpuissant que c'est plus vraiment compréhensible, tu vois. En définitive, même le rapport au multivers, après tu peux dire au début de l'événement que Perpetua a encore annihilé une réalité,
mais Ouais, elle détruit des univers au c'est début. ça, Ouais. tu sais, au bout d'un moment, c'est genre les mecs quand ils éternuent, une planète explose, tu vois. Enfin, c'est compliqué d'avoir un rapport en fait humain à ces personnages qui sont aussi puissants. Et encore, je reviens encore à ça. Si le Darkest Knight, le Batman Manhattan, a effectivement les pouvoirs de Dr Manhattan, il peut être à deux endroits à la fois. Il pourrait très bien être sur la planète à mener bataille Ouais, avec les siens. mais c'est trop complexe à gérer. Enfin, Mais t'imagines bien. non, c'est lui qui a choisi de se mettre dans ce merdier-là, tu Oui, vois. oui. Non, mais que ça aurait été trop complexe à écrire ou à gérer, mais on est quand même face à voilà, ce Darkness qui est surpuissant et qui, pour pouvoir affronter, en fait, sur les mêmes plans Perpetua d'un côté et du coup la Ligue des Héros qui essaie de rassembler toutes ses forces en allant même chercher donc dans le reste du multivers. Hein, ça invoque multiversité, clairement. Bien sûr, oui. Il y a même des numéros particuliers que le Capitaine Carotte, il est là. Et il y a aussi effectivement du coup de nouvelles versions du multivers où par exemple Superman est né. Alors c'est très compliqué à comprendre, mais Superman est né après l'explosion de Krypton, donc du coup c'est devenu une sorte d'être de lave. Je comprends pas trop comment c'est possible, mais où du coup pareil, comme dans Endgame, tu vas avoir des petites couches en fait pendant la bataille finale. Tel héros va affronter tel machin, tel bidule va affronter tel bidule, etc. Donc t'as un groupe de Superman qui bastonne un Superman en feu. T'as le Robin King, donc qui est le Robin du Darkest Knight, donc il a une origine aussi, elle est pas forcément très, très éloquente, je trouve. Bah, c'est un Bruce Wayne qui était pété qui a fait ça, qui a buté ses parents et qui était taré dès le départ. Mais voilà, effectivement, t'as en fait, à la fois donc le Dark Knight qui se frite contre Perpetua et face à la Ligue qui essaie d'assembler tous ses héros, en fait, il crée des nouveaux Dark univers et il envoie en fait ce Dark multivers, enfin ce multivers Kiri, du coup, c'est comme ça qu'il l'appelle, pour en fait buter les héros. Sauf qu'au final, les héros vont s'en sortir contre ce Dark multivers nouvellement créé. Et au final, Wonder Woman va réussir ensuite à défaire le Darkest Knight une fois que celui-ci a réussi à battre Perpetua. Avec l'aide. Il faut le dire vite. En fait, il y a un truc que moi j'aurais vraiment. C'est un reproche pour le coup qui n'est pas lié à l'écriture particulièrement, mais effectivement, la série principale en fait manque de cohérence et de sens, puisque justement beaucoup de choses sont dites dans les tie-ins. Le rôle par exemple du personnage qu'elle met du temps à convaincre, qui est donc le Superboy Prime, qui est un personnage qui est très important, qui est l'un des plus puissants de l'univers DC normalement, disparaît très vite, parce qu'en fait dans le numéro où il apparaît, le numéro suivant, il n'est plus là. Et tu comprends pas vraiment pourquoi. Ça, en fait, c'est un tie-in spécial qui lui est consacré, qui est écrit par Geoff Jones. On parlera après tout à l'heure des tie-in pour détailler un petit peu, mais l'origine du Batman Manhattan, pareil, il faut avoir lu un tie-in. La bataille elle-même, il y a beaucoup de plans d'action qui vont être développés dans les tie-in. Et en fait, quand tu regardes de près, le numéro 6 et 7, on voit quasiment pas les héros se bastonner, en fait. C'est-à-dire que tout se fait au niveau de Perpetua et de Wonder Woman pour la bataille finale qui est la plus importante, mais le reste est assez anticlimatique parce que justement, à part quelques catchlines un peu stylés, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les pages même de Death Metal 6 et 7. Donc effectivement, on perd un peu de vue l'essentiel. Et puis effectivement, alors par un jeu magique de temporalité, Wonder Woman va hériter de l'énergie d'Anticrise, combattre Elle a une armure dorée, enfin elle devient toute dorée. Elle devient grande et dorée, effectivement. Elle bastonne le Darkest Knight, elle gagne évidemment parce que les gentils gagnent à la fin, et là-dessus arrivent les patrons de Perpetua qui donc se fait joliment oxyre, et eux ils lui disent que en fait quand ils ont créé le multivers, ils espéraient justement que des créatures comme Wonder Woman allaient apparaître. Voilà, démerdez-vous. Et, et qu'ils sont très fiers d'elle, et donc ça finit sur un bel hommage à Wonder Woman qui revient dans son costume classique pour parler à Wonder Woman dans son costume futuriste et qui lui dit vas-y viens avec nous, tu mérites ta place au panthéon des dieux. Enfin, ils lui disent t'as une nouvelle mission à faire, mais qui est sur un autre niveau de réalité, qui est pas du tout sur Terre en tant que tel, mais sur un autre pan de réalité, donc un pan plus astral, on va dire. Et c'est pour ça que voilà, ça. Et c'est pour ça que ça amène, voilà, il y a une longue conclusion en fait qui est là, et en fait où Death Metal en fait arrête d'être une histoire pour être vraiment en fait une lettre d'intention éditoriale, mais sensu stricto, c'est-à-dire que c'est comme si DC Comics te dit vraiment dans ta newsletter, voilà, dans une conférence de presse, c'est ça, dans une newsletter en disant bon ben voilà, il y a ça qui va arriver, le multivers maintenant c'est comme ça que ça fonctionne, voilà la nouvelle règle, voilà ci, voilà sous, voilà c'est. Et ça
c'était quelque chose que Metal premier du nom avait déjà fait dans son épilogue, où en fait c'était Carter Hall Hawkman en fait où en fait avait eu des visions dans son sommeil, et t'avais je sais plus qui c'était qui expliquait qu'est-ce que c'était ces visions, et il disait oui, j'ai eu des visions, voilà, de dieux revanchards, de lanternes perdues, tout ça, et en fait c'était clairement du teasing pour des nouvelles séries qui allaient arriver à ce moment-là. Et ça c'est Même Doomsday Clock. Hein. ouais, non. Je vois une crise en 2025, je vois un affrontement avec un géant vert. Oui, mais en non, mais 2030, ça c'est plus du, oui, mais ça c'est plus du délire. C'est non, parce que non, mais c'est non, quand je même t'arrête. dingue. Si tu veux, les événements de DC Comics doivent se terminer par la perspective du futur en mode vous inquiétez pas, on sait où on va, comme s'il y avait besoin de rassurer Non, le mais lecteur c'est en mode ça, ok, c'est bordélique, mais t'inquiète pas, on sait où on va. c'est plutôt parce que effectivement c'est des events qui sont écrits sans pouvoir en fait se détacher forcément d'une lecture en dehors du moment où ils sont publiés. Bon, Doomsday Clock, on ça écrit à la fin que voilà, je suis en 2025, il y a un affrontement contre Thor et Hulk. C'est de la blague, tu vois, ça n'arrivera jamais. Et je le Il y a sais. très peu de chances que ça arrive. Mais le processus est le même, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, parce que dans Doomsday Clock, comme dit, ça n'arrivera pas, donc on s'en fiche, c'est de la blague. Alors que dans Batman Metal et dans Death Metal, ce qui est écrit à la fin, c'est vraiment ce qui arrive dans 2 mois, vraiment. Et ce qui fait que techniquement, quand tu relis Metal ou Death Metal, mais d'ici même 3 mois déjà, tu vois, ou même dans 3 semaines, ça n'a plus grand sens, puisque ce qui est annoncé dans la suite, en fait, est vraiment lié à un planning de publication donné. Et c'est pour ça que c'est une double faute d'écriture. C'est parce que non seulement c'est mal écrit, parce qu'en fait vraiment, ouais, on te fait une conférence de presse au lieu de te raconter une histoire, et en plus ça empêche complètement, enfin ça casse complètement le côté intemporel d'un récit, c'est-à-dire que jamais tu vas relire, je veux dire, vraiment, même Metal, tu le lis aujourd'hui, l'épilogue qui t'annonce tous les trucs et tout ça, mais juste à lire un album comme ça, enfin, ça n'a pas grand sens, quoi. Et puis justement, quand on te hurle une nouvelle règle comme ça dans l'oreille sans aucune subtilité, c'est-à-dire que là vraiment les personnages se parlent entre eux pour se dire et du coup maintenant on en est où ? Bah voilà, je vais t'expliquer. Alors grosso modo maintenant il y a un multivers de multivers, c'est-à-dire que le multivers est infini. Il n'y a plus la problématique du Source Wall, il n'y a plus les 52 terres. Il y a une infinité parce qu'elle nous arrangera bien pour justement développer d'autres pans de temporalité ou expliquer qu'il n'y a plus besoin de tout suivre ou de tout lire et que les séries peuvent évoluer individuellement. Ok, d'accord. Il y a plus le métaverse, parce que le métaverse, du coup, tel qu'il a été défini par Jones dans Doomsday Clock, explique plus ou moins... C'est pareil, c'était déjà une tentative de s'approprier le concept des crises en expliquant simplement que chaque crise qui a lieu sur la Terre principale, donc qui est bon, après, alors, là récemment c'était la Terre 0, je crois, du coup, officiellement. Ouais. Que chaque truc qui vient de la Terre 0, et donc qui est aussi la Terre d'Action Comics 1, etc., va impacter le reste de l'univers, enfin le reste des univers, parce que justement c'est la Terre de référence et compagnie. Ça, on te dit, c'est bon, c'est fini. Pourquoi ? Bah parce que il y a une deuxième Terre comme nous. Donc en fait, le multivers va plus se repositionner par rapport juste à nous. Il y a une deuxième Terre, ce qui probablement tease un événement à venir avec une autre Terre qui s'appelle le Elseworld. Donc Elseworld, c'est un terme très particulier chez DC parce que justement, avant que même qu'il y ait forcément tout ce qui est multivers, c'était quelque chose qui était utilisé pour définir simplement une réécriture de réalité, enfin un concept, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si, qu'est-ce qui se passerait, l'exemple le plus fameux c'est Superman Red Son, que se serait-il passé si Clark Kent avait atterri en URSS et pas aux États-Unis. Elseworld, c'est Batman Gotham by Midnight, qu'est-ce qui se passe si on a un Batman au 19e siècle qui affronte une sorte enfin Jack l'Éventreur, et ainsi de suite, tu vois. Au final, ces terres-là, enfin ces Elseworlds-là étaient devenues des terres du multivers. Et là, par contre, on dit vraiment, il y a une seconde planète qui existe, qui s'appelle The Elseworld. Donc c'est l'Elseworld majuscule. Donc ça suppose que c'est quelque chose d'important, que c'est pas, c'est pas juste une Gotham victorienne. C'est une porte qui laisse ouverte pour un événement à venir. Je pense que la prochaine crise aura lieu par rapport à cet Elseworld-là. Et puis donc voilà à peu près où se positionnent les choses. Alors tous les super-héros se souviennent de ce qui s'est passé pendant Death Metal. A priori, on n'est plus sur une dimension post-apocalyptique, c'est-à-dire que grosso modo, il y a eu une sorte de retour dans le temps aussi, parce que certains personnages a priori avaient vieilli pour en arriver là. Enfin, encore une fois, c'est très compliqué parce que on m'explique que Harley Quinn se souvient de ce qui s'est passé dans Dark Knight Death Metal. Par contre, quand tu lis Future State Harley Quinn 1, il n'y a pas de mention de ça. Alors non, mais dans Dark Detective, par contre, il y a Bruce Wayne te dit qu'il se souvient de Dark Knight's Death Metal. C'est-à-dire qu'il se souvient d'avoir été mort, il se souvient d'avoir mené son armée, etc. Tout Metal est canonique, en fait, encore.
Oui, mais parce que c'est pas important, c'est secondaire. En fait, c'est pas que c'est pas important ou secondaire, c'est que tout compte et les auteurs vont décider en fait de mettre en avant ce qui a compté, puisque vraiment le concept, enfin la conclusion et l'idée même de Death Metal au final, pourquoi tout ça, pourquoi en fait, pourquoi on a fait tous ces affrontements, pourquoi on a fait toutes ces invocations d'éléments par milliers, tout ça, c'est pour dire que voilà les mains décident non pas de détruire, parce que normalement quand il y a un tel bordel, tu sais. Grosso modo, c'est un peu, voilà, t'as une classe où t'as des gamins qui foutent le bordel, tout le monde est puni. Et normalement, là, ils se prennent des coups de couteau, hein. C'est plus juste, ils foutent le bordel. Là. Ouais, c'est ça. Mais voilà, mais normalement, les Indes, c'est un peu le professeur qui dit bon, bah, tout le monde au coin et voilà, et vous avez tout perdu. Là, en l'occurrence, elles disent non, grosso modo, on va pas punir comme ça, on va faire revivre le multivers, mais de façon totale. En fait, c'est-à-dire que vraiment tout a compté. Et en même temps, si tout a compté, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, par rapport à toutes les retcons qu'il y a pu y avoir, toutes les versions différentes qui ont pu être écrites, on t'explique qu'il y a un multivers de multivers, c'est l'omnivers, tout simplement. Ça permet en fait de faire exister à peu près tout, c'est-à-dire que techniquement, tu peux imaginer qu'il y a une Terre sur laquelle on est resté à une seule Terre après Crisis on Infinite Earth, tu sais. Oui, c'est le principe, parce qu'il y a des versions du multivers où il n'y a pas de multivers. Donc, ouais, aussi, tu vois. Mais vraiment, tout a compté, mais en même temps, c'est-à-dire que rien ne compte, puisqu'il n'y a pas de souci de cohérence à avoir, en fait, par rapport à ce que tu écris. Si jamais tu bifurques, par exemple, très con, Batman, il est gaucher, tu vois. Et d'un coup tu es, enfin j'en sais rien, mais tu vois, Batman il est gaucher, mais tout d'un coup t'écris une histoire où Batman il est droitier et quelqu'un te dit mais ton Batman il est droitier, c'est pas possible, tu fais c'est parce qu'en fait je suis sur la terre droitière, tu vois. Ouais. Terre droitière. Non mais on y est actuellement. Ouais, c'est ça. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment où en fait où tu vas avoir une petite incohérence ou un détail qui change, tu peux prétexter qu'en fait sur ton multivers des multivers, dans ton univers en fait, bah t'es sur le point de coordonner X38 et Y52 au lieu d'être à X38 et Y51. Ouais, c'est simplement une façon polie de nous expliquer que la conception de DC Comics à la Grant Morrison slash Geoff Jones, où justement il y a une continuité, une cohérence générale, etc., n'est plus la priorité, que maintenant chaque série pourra être lue individuellement sans avoir lu toute la continuité précédente et sans avoir besoin de lire les autres séries à côté, ce qui est à moitié faux, puisque à moitié faux, oui, parce à Gotham il y a toujours un pôle de séries, il y a toujours a priori un pôle de séries Superman. L'idée c'est pas de dire tout le monde fait chacun son truc dans son coin, mais par contre, mais c'est pour ça qu'il y a une petite nuance, c'est de dire que on n'est pas obligé de s'en tenir à un truc partagé, mais on peut opérer sur des pôles différents, à des temporalités différentes surtout, mais ça risque d'être un petit peu compliqué, je pense, hein, mais après on y reviendra au fur et à mesure de l'année avec voilà les Future State et l'Infinite Frontier, puisque en fonction de la série, vu que tu te situes pas sur la même temporalité, bah, les choses qui sont rapportées n'ont peut-être pas encore arrivé ou arriveront plus tard. C'est aussi une façon de dire ceci n'est pas un reboot, ce n'est pas un reboot réel, puisque tout a compté, tout existe encore quelque part. Donc contrairement au New 52, justement, on avait dû renoncer à la continuité pré-Flashpoint. Là, en l'occurrence, elle existe quelque part, même si en vérité, elle ne devrait pas exister parce que Convergence et nanana. Bref, on va plus ou moins considérer que ça existe, et surtout, on arrête de se faire chier avec un mec a volé 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Tout le monde se souvient de tout, il y a plus de oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas, etc. Et techniquement, tout est clarifié. Voilà, après, et tu peux utiliser des personnages qui n'étaient plus là et dire, enfin, ils sont là, tu vois, Wally West n'est plus un problème. Tout à fait. Enfin, le traitement de Wally West va toujours être un problème parce que d'ici, ça veut décidément pas quoi en faire et c'est vraiment triste. Mais techniquement, il n'y a plus de problème de pourquoi Wally West il est pas là, pourquoi ses garçons n'étaient pas là. Voilà, pourquoi les Robins ils ont de l'âge, etc. Ouais, c'est ça, voilà. En fait, ça a toujours pas été répondu, mais c'est pas grave. Mais non, mais maintenant on s'en fiche. En fait, on s'en fiche. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que quand tu te grattes un peu la tête 5 minutes, tu vois qu'en fait ça tient pas. Il y a des trucs qui pourront pas tenir. Mais et là du coup je reviens à tout ce que tu vas me dire. Effectivement, c'est pas important, puisque eux ce qu'ils veulent juste, c'est te créer un nouveau point d'entrée avec des numéros 1, plus de diversité, ce que tu veux, et effectivement essayer de nouveaux personnages sans forcément se poser la question de gérer les anciens. En fait, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Et ce qui m'énerve, c'est que du coup, je trouve que ça n'a rien à voir avec la philosophie même de Death Metal. C'est-à-dire que la série qu'a fait Scott Snyder, je vois pas en quoi elle est connectée avec cette fin bizarre. Enfin, le Dark Multiverse, qu'est-ce qu'il advient du Dark Multiverse ? Bah rien.
Bah voilà. Enfin, c'est ou alors on peut bizarre, l'utiliser au truc. Ouais, mais bah après, c'est la conclusion aussi. Je veux dire, c'est quelque part, tu sais, c'est un petit peu comme. Bon, alors, toute proportion gardée, bien entendu. Grant Morrison arrivait sur Batman, il créait Damian Wayne, il finissait Batman Incorporated avec Damian mort. Parce que c'était sa création, il l'a tué parce que ça restait la scène et comme ça, techniquement, personne ne pouvait la réutiliser après. Donc, c'est pas ce qui s'est passé, bien entendu. Là, c'est pareil. C'est Snyder qui a créé le Dark Multiverse. Quand il s'en va des grands plans d'ensemble de DC, ben, le Dark Multiverse, c'est moi qui joue avec, vous Oui, l'aurez mais le pas. problème, c'est qu'il a posé tellement de nouveaux trucs. Est-ce qu'on parlera encore demain de l'énergie de crise et d'anticrise? Je Non, pense mais non, vraiment pas. mais non, mais parce que c'est trop. Mais juste en tant que concept, tu n'utilises que pour un blockbuster Ah oui, dingue. c'est-à-dire que lui, c'est une sorte de théoricien du chaos, mais à part la série Godsphere avec Wonder Woman, je peine à voir ce qui va rester en fait de tout son run, quoi. C'est rien. Je pense vraiment Ouais, qu'il mais en quelque restera part, rien. ouais, mais quelque part, ça, du coup, ça reste son run, tu vois. Et personne n'utilisera tous ces trucs-là, forcément. C'est Ouais. joué. Mais encore, non, c'est pas forcément vrai parce que tu le vois bien que dans Future State, il y a des numéros qui utilisent certains de ces concepts, comme le spectre ultraviolet. C'est Oui, utilisé oui, dans un non, oui, numéro. effectivement, Donc, il effectivement. va quand même y avoir des traces, mais effectivement, il y a peut-être pas En grand-chose plus, qu'il qui n'y ait pas va. la pire idée qu'il ait eue, hein, je trouve. Mais après, l'idée aussi d'avoir un multivers de multivers, c'est de se dire que les équipes créatives sont un peu plus libres de Ouais. raconter les histoires qu'elles veulent. Alors, Oui. c'est bien parce que par principe, la liberté créatrice, c'est bien, tout simplement. Voilà, il faut laisser les artistes Non, créer. Arnaud, bold statement. Ouais, complètement. La liberté créatrice, c'est Ouais. bien. Incroyable, je me sens des ailes de politique là tout d'un coup, c'est ouf. Mais par contre, il y a une réalité aussi, c'est que quand tu travailles dans un éditeur un peu qui détient ce genre d'univers et tout ça, c'est pas ta BD qui évolue tout seul, il doit quand même y avoir une gestion éditoriale, il y a des gens qui doivent faire un boulot derrière pour quand même que ce soit pas non plus complètement le bordel. Et quelque part, les règles de continuité ou de multivers, ça permettait un petit peu de cadrer les choses. Donc il faut laisser pouvoir des auteurs raconter Ouais. ce qu'ils ont envie. Après, faut pas non plus que tous les gens fassent n'importe quoi parce Mais que sinon tout à fait. bordélique. Par contre, là, du coup, effectivement, on commence déjà à Quelque empiéter sur part, le reste de l'année. les hands, là, c'est juste les éditeurs, quoi, en fait. Mais voilà. Et c'est. Écoute, revenons vers Death Metal parce que là, effectivement, on parle de la perspective d'EC Comics, etc. D'après, ouais, on parle Voilà. d'après. Juste du coup, rapidement. Alors, pour finir avec l'analyse critique, on va dire, moi, j'ai plusieurs problèmes que j'aimerais juste évacuer. Vas-y, un peu alors, comme quand tu vas aux toilettes, quoi. Exactement. Voilà. Comme Scott Snyder, je repeins. Donc, il y a le premier problème qui est les tie-in. Qui donc effectivement l'histoire est incomplète, elle est criblée de trous, ce qui fait que du coup c'est super chiant à devoir faire, alors parce que on pourrait dire que Crysis avait beaucoup de séries parallèles qui permettaient de remplir des blancs, etc., mais là en l'occurrence vraiment il y a des manques qui sont assez énormes. Moi j'ai un problème avec l'humour aussi, j'ai un problème vraiment réel avec l'humour de Scott Snyder, parce que quand tu vois, en fait, vous avez sûrement dû vous en rendre compte en nous écoutant, il y a des trucs qui vraiment passent pour des idées de gamins. Il y a des designs qui sont très vulgaires, qui font très puéril, très voilà, un gosse qui a grandi avec les Hot Wheels, les Monster Truck, les Animutants, etc., et qui ont envie de se faire plaisir. Et même dans la série, il y a des trucs qui sont pris au second degré. Le Batman T-Rex, tu vois, c'est une blague. Tu vois, c'est lui Ouais. dit t'es Batman T-Rex, parce que oui, non, Puis il y a des échanges marrants parce parce que que tu peux lancer un batarang, Ouais, c'est ça, non, ouais. j'ai des petits bras, je t'emmerde et tout. Le Batman Atom qui se fait écraser, le Batman justement Monster Truck qui vient d'un univers où tout le monde est un Monster Truck comme dans Cars, tu vois. Et en fait, quand tu regardes bien, la tronçonneuse de vérité, le Batman Kiri qui effectivement met son cerveau dans le Docteur Manhattan, c'est un truc qui fait vraiment pareil, c'était déjà un peu bizarre quand Get Out le faisait, mais là pour le coup ça va vraiment très loin. Il y a des trucs en fait qui sont du domaine de la série B, voire de la série Z. Et Scott Snyder, il l'avait dit à l'époque où il avait fait le premier Metal, il avait dit, moi je veux faire un rock opéra, laser, dessin animé des années 80. Il voulait faire son Kung Fury. C'est ça, ouais, voilà, son Kung Fury, le film Heavy Metal et compagnie. Il voulait faire un truc qui soit justement très over the top, très absurde, très dégingandé. Et le truc, c'est que c'est le cas pour les premiers numéros, où t'as effectivement des blagues de John Hayes qui est super rigolo, par exemple. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça devient ultra premier degré. Alors déjà, on pourra se poser la question de pourquoi est-ce qu'une sorte de blague méta comme ça, de délire de beaufry ambiante où tout le monde est hyper badass. Superman, il a des cheveux longs, il a un bras Doomsday, enfin un bras Darkseid du coup, où effectivement c'est des espèces de fusions de personnages. T'as un Batman Cthulhu et compagnie. Comment en fait tous ces concepts qui font vraiment très gamin et très enfantin viennent justifier une crise, parce que c'est une crise. Les crises qui sont généralement des moments assez serious business où il y a justement très peu de blagues, où on essaie de rester assez noble, assez carré, assez divin. Là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sont justifiés par l'humour, alors que le reste du récit est très premier degré. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je sais pas si tu m'écoutes, parce que je vois que tu utilises ton smartphone avec Non, je appétit. t'écoute. Donc voilà, tu vois,
est-ce qu'on avait envie de cet événement, en tout cas sous cette forme-là? Moi, je pense que non. Je pense que vraiment, ça va trop loin, en fait, dans la connerie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs là. C'est même pas justifié pour le coup, la tronçonneuse de vérité. C'est juste d'un coup, elle a une tronçonneuse, point. Et c'est cool. Ouais. Tu vois, et pareil, le Batman Nathan, dans un tie-in, c'est justifié, mais c'est même pas vraiment poussé jusqu'au bout. Enfin, il a rien de commun avec le Dr Manhattan, à part qu'il a des gros super pouvoirs. La Speed Force qui réduit, on sait pas trop pourquoi. Le Batman Cthulhu, les Batman T-Rex, les Batman Monstre Truc, etc. C'est des éléments un peu drôles, un peu de lore, ouais, absurde, on va dire, un peu rigolo, pour après en fait une bataille finale qui est très sérieuse, et que le Robin King particulièrement, pour le coup, est un personnage qui est noir, qui est vraiment un personnage de monstre de film d'horreur. C'est typiquement, voilà, c'est Children of the Corn, ça c'est le côté un petit peu l'enfant maléfique et tout. Harley qui balance de la vanne, enfin, il y a vraiment des trucs qui sont, je trouve, déplacés. Et j'ai l'impression en fait que cet événement il pue le manque de contrôle éditorial, tu vois. C'est le mec qui à la fois a voulu mélanger ces idées un peu marrantes avec un truc qui est censé être le Kickstarter d'un nouvel univers, le firmament de la fin des New 52 Ouais, et tout. et pourtant, tu te dis bien qu'il y a eu des réunions entre des gens qui contrôlent des. Bah ouais, mais si personne est là pour lui dire non, si Didio il est plus là pour Mais lui je pense dire qu'ils non. osent pas lui dire non. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il fait des grosses colères et que c'est pas très agréable. Tu vois, j'en sais rien. Mais effectivement, Laissez-moi mon Batman T-Rex. non, mais le Batman T-Rex, c'est pas la pire idée qu'il ait eu. Tu Le vois, Batman Silver il y a Surfer. quand même. Le Batman Silver Surfer. Le robot Batman Superman de Toyman qui a été créé, il ne sert à rien. Ah oui, mais ça Il c'est juste sert pour à le délire. rien. Mais c'est juste pour le délire. Non, mais clairement. C'est un cliff de fin, le numéro suivant, hop, il a disparu. Ouais, enfin, il s'est craché quoi. Mais oui, mais après ça. Je pense qu'il y a aussi une dimension clairement que nous, va falloir sur une raison, on n'arrivera jamais à comprendre. C'est cet aspect, c'est cette façon d'écrire et cette façon d'aligner ces éléments dans le côté fun, décomplexé, on se prend pas la tête, pure entertainment, machin. Ça finit par une bataille de dieux pour la fin du multivers. Moi, ce que je reproche Ça peut toujours, pas de être toute façon. fun et décomplexé. Non, mais on est c'est- d'accord. Non, mais moi, je suis toujours là-dessus en disant que je vois pourquoi, enfin, je vois ce qu'il essaie de faire et je vois le délire. Mais à tous ceux qui me disent que c'est fun, que ça se prend pas la tête, machin, je pense très sincèrement que vous avez une erreur de compréhension du fait que Scott Snyder ne déconne pas. Il est premier degré quand il écrit Bien ça. sûr, mais je suis d'accord avec Ce toi. n'est pas de la. En fait, Death Metal et Metal n'ont jamais été de la dérision. Pour moi, tu vois. alors le premier métal, je pense ça partait d'une envie de dérision, en tout cas d'une Ah envie non, de. mais non, mais Non, mais de non. s'amuser avec les designs, une envie de s'amuser avec la possibilité d'imaginer des Batman maléfiques, parce que c'est vrai que ça peut être très ludique. Il y a eu plein de Elseworlds, je parlais tout à l'heure, où justement t'as le Speeding Bullet, où en fait c'est Clark Kent, enfin Superman, qui est adopté par les parents Wayne et qui du coup est Batman et Superman. T'as le In Blackest Night, où c'est Batman et Green Lantern. L'idée d'imaginer qu'un tel super personnage était un autre super personnage, ça peut être marrant, et je pense que ça partait de là au départ, et après ça a enflé parce que Scott Snyder a bien réutilisé ses idées. Tu vois. Maintenant, là, en Donc, l'occurrence, je DC trouve lui que a confié l'événement. la mission de, Oui, de réparer parce que ça a l'éditorial marché cassé. financièrement aussi, tu vois. On peut ne pas se mentir. Hein, C'est les ouf comme gens c'est, en comme demandaient, c'est, donc, c'est ouf quand même, tu sais, comment c'est métaphorique de dire que Batman Metal, à la fin, le source wall était cassé, et clairement, c'est parce que l'éditorial de DC était en train de se fissurer Ouais, c'est aussi, ça, bien sûr. et qu'au final, il se casse en essayant de réparer les choses avec les mains. Mais toutes les crises, en général, justement, ont cet aspect méta. Hein. Il y avait un podcast, justement, de Comics Blog à l'époque. Un très vieux podcast sur Grant Morrison où justement il expliquait la vision de Grant Morrison par rapport à ça, où il expliquait qu'en fait toutes les crises et les grands événements qui sont créés et posés. Je suis pas sûr que Grant Morrison ait écrit La Vision par contre. Mais non, oh là là, j'attendais une vanne pourrie pendant le podcast et elle est arrivée, il en merci fallait. Arnaud. En fait, il expliquait que toutes les crises justement avaient toujours un impératif éditorial et que c'était au scénariste en fait d'habiller un petit peu la crise pour qu'elle passe pour un vrai truc et pas juste pour voilà une commande d'éditeur qui dit bon écoute là c'est un peu compliqué en ce moment l'univers, redéfinis-le parce que là on s'y paume. Mais il y a des très grandes crises qui justement ont fait ça très bien. Là en l'occurrence je trouve que l'événement a le cul entre deux chaises parce qu'à la fois il veut essayer justement de jouer sur la corde second degré qui permet en fait le côté débile, fun, monster truck, barbecue, saucisse et compagnie, et en même temps ça termine quand même sur une bataille finale où les héros acceptent la mort, où Batman il est crevé avec son armée de zombies, où la plupart des personnages ils sont pas dans la blague quoi. Enfin c'est vraiment Superman, pareil, il se sacrifie pour essayer de battre le Superman de lave, pardon. Où clairement on dit c'est la fin des fins des fins. Ouais, mais et après, on revient à l'origine de l'univers en te faisant intervenir les dieux créateurs. C'est très premier degré, c'est très sérieux. Mais ça se confronte à un monde où Superman il a des cheveux longs pourris, où Lobo il arrête pas de faire des blagues pourries, où Harley Quinn fait des blagues pourries, où Swamp Thing ça devient une sorte de flingue polymorphe. Et ça peut pas marcher en fait ensemble.
Parce que je vais pas dire que c'est tout l'un ou tout l'autre, mais tu vois, on fait ce reproche-là à Marvel Studios. Marvel Studios, justement, qui a trop pris l'habitude de faire des films où dès qu'il y a un élément de gravité, de gravitas, comme on dit en scénario, On le c'est désamorce. désamorcé, voilà, par une blague. Et là, c'est pire parce que c'est désamorcé par une blague et par le design général. Comme tu dis, le monde, la Terre, les continents ont une forme de chauve-souris. Non mais attends, mais dans quel niveau de connerie on opère là? C'est même plus drôle. Enfin, moi je trouve pas ça drôle en tout cas. Non, moi ça me parle pas non plus. Je trouve pas ça ultra finaux et pas. Mais comme dit, il y a peut-être un niveau d'appréciation, que ce soit culturel, peut-être, hein, simplement parce que les ricains peut-être ça les fait kiffer et peut-être que il y a des gens qui sont plus sensibles à ça aussi dans le lectorat français, par rapport à cet aspect-là, plus je sais pas, déconnant. J'ai pas envie d'utiliser des mots pour pas être vexant en fait, parce que voilà, chacun. C'est bon, on les a payés, les numéros, on les a lus, ça fait 3 ans que ça dure, on peut se permettre d'être un peu vexant quand Par même. contre, c'est vrai que ça fait quand même énormément de temps vois, qu'on c'est à s'est la tapé les limite, Snyder quoi. Comme tu dis, la liberté créative, c'est bien. et que Snyder ait pu aller au bout de son idée et développer son univers. En plus, il a une vraie vision, tu vois, une vision d'auteur, un peu comme l'autre Snyder, quelque part. C'est une vision d'un auteur qui regarde pas très droit, quoi. Oui, c'est ça. Mais le problème, si tu veux, c'est qu'il l'impose aux autres. Et moi, c'est un problème que j'ai avec Snyder depuis les New 52. Dès quand il faisait des événements comme Death of the Family ou Zero Year, il y avait toujours des tie-ins qui venaient parasiter les autres séries qui étaient parfois meilleures que les siennes. Là, en l'occurrence, enfin, à mon avis, il impose ça à tout l'univers DC. Et je trouve. Et puis, il utilise les personnages des autres. Et là, vraiment, il faut qu'on en parle. C'est dégueulasse. Je suis dans mon rôle. C'est le moment. Je sais bien, ça énerve des gens. Je vais juste chercher mon popcorn et on va s'installer, parce que là, je sens un monologue de Corentin qui va être assez incroyable. First Print, j'ai déjà fait 3-4 fois ce monologue, donc je vais éviter de me répéter. Et puis, quelque part, Tom King avec Rorschach me montre qu'on peut faire ça de manière plus respectueuse ou courtoise ou avoir un propos, une réflexion. Donc faire ça, c'est reprendre l'œuvre d'Alan Moore les personnages de Watchmen qui sont pas dans une terre parallèle, puisque les personnages de Watchmen sont les héros de Charlton Comics à la base. Les personnages de Watchmen ne sont pas dans le multivers DC, quoi que veuille bien en dire Geoff Jones et Dan Didio. C'est juste que déjà il faut les exploiter pour le copyright, et ensuite il faut de préférence le faire parce que ça fait un momentum éditorial, parce que Watchmen est le plus grand comics de l'histoire des super-héros, nanana. Et déjà, Geoff Jones, quand il l'avait fait, avait, entre guillemets, eu la politesse ou la courtoisie de les faire intervenir peu au bout d'un moment. C'est-à-dire que, grosso modo, même Manhattan n'intervient que vers la fin et il quitte après la Terre d'essai, tu vois. Il reste pas pour s'imposer comme une valeur fixe. C'est ça, et puis il y avait cette question où en fait Manhattan, finalement, qu'est-ce que c'était son rôle? C'était de se recréer dans une forme de Superman. L'idée, c'était qu'il fallait une forme de Superman dans l'univers de Watchmen, tu vois. Mais à la limite, je vois la vision et un propos, tu vois. Ouais. La vision de Marvel. Je vois la vision. Je suis obligé de le dire parce que je sais que tu vas faire pourri. Donc, je vois une vision et un propos. Mais. T'es chiant. Mais là, je vois rien. C'est un outil. C'est juste un outil. Ouais. C'est comme le métal, comme le nth metal, comme l'énergie crise et compagnie. Grosso modo, il fallait un power-up pour son Batman qui rit. Et quel meilleur power-up que le personnage qui représente le plus Dieu chez les super-héros, c'est-à-dire le Dr Manhattan. On n'en est même plus au point où, grosso modo, on va chercher Watchmen pour interroger l'héritage de Watchmen. Ah non. Là, c'est vraiment, tu regardes ta trousse. C'est un symbiote, quoi. T'as des ciseaux et un bout de scotch, et voilà, et ton Dr Manhattan, c'est devenu un bout de scotch. Ouais, c'est ça. Voilà, grosso modo, alors que justement. Bon, déjà, moi, l'emploi du Sandman me gênait déjà dans Metal parce que. Ouais, c'est vrai, ça. Voilà, mais bon, après, ça collait aussi avec le Sandman Universe qu'ils voulaient faire pour relancer un peu le Sandman. Donc je comprenais, mais là. Mais tu vois aussi très bien à quel point c'est complètement désuet, parce que plus personne n'en parle et plus personne s'en rappelle. Ça n'a eu aucun impact. Encore une fois, je sais, je suis désolé. Il y a un truc qui s'appelle Multiversity, Pax Americana, qui existe dans le multivers, dans lequel le personnage de DC Comics / Charlton, le Captain Atom, est le Docteur Manhattan local. Donc pourquoi il y a besoin de dire qu'on prend le Docteur Manhattan qui n'est pas dans le putain de multivers, alors que Death Metal n'est même pas cohérent avec Doomsday Clock. Mais parce que pourquoi? Parce que tout le monde connaît le Docteur Manhattan, c'est tout. Non mais c'est chiant, parce qu'à la limite, tu vois, mais là, s'il avait genre un bout de réflexion, un bout de propos sur Watchmen, mais il n'y a rien, c'est vide. Il colle un symbiote sur son super méchant, et d'un coup, je suis trop fort et tout, mais c'est ridicule. Il y a déjà un Dr Manhattan dans l'univers DC classique, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi dire que tout Multiversity, parce que Multiversity c'est aussi un événement important qui pose des questions au multivers
et qui était bien, bordel de merde, et qui, pareil, mais pioche dans des trucs qu'on voit dans les tie-ins de Death Metal, comme le Captain Carrot et tout. Captain Carrot qui est censé être dans une patrouille du multivers à la fin de Multiversity, ça n'a jamais existé. On le vire de la continuité. Pax Americana, ça n'a jamais existé. Tout ce qui se passe, même la Terre X qui est vue dans cet événement-là, enfin dans le tie-in de Jason Ford, elle est cohérente avec Multiversity. C'est juste Snyder qui dit j'adore Grant Morrison, mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il a fait. Et c'est quand même la Gentry qui pourrait être accord avec les dieux de la main, etc. On pourrait dire que c'est la même énergie et tout. N'existe pas. Rien n'a pété. C'est un niveau quand même de je m'en foutisme qui, et là pour le coup, c'est pas juste mon avis. C'est pas juste moi qui justement aime ou n'aime pas le style de Scott Snyder. C'est que si je suis un auteur, un scénariste, qui a créé des trucs aussi importants que Multiversity, Watchmen et compagnie, qu'un mec vienne me marcher sur mes plates-bandes avec un manque de respect, mais cosmique, je trouve ça insultant pour... Peut-être qu'ils s'en branlent. Hein. Tu vois, c'est comme si moi, genre, j'allais prendre un article de, je ne sais pas, le Mighty Blog ou un de nos concurrents ou collègues éventuels, et je le reprenais copier-coller et je changeais juste quelques trucs par-ci par-là en disant ouais, mais c'est bon, je fais ce que je veux, je suis rédacteur, je fais ce que je veux. Là, en l'occurrence, il y a même un manque de respect pour des gens qui font le même métier que lui, que je trouve vraiment, mais abusé. C'est-à-dire qu'à la limite, Jones, en l'occurrence, vraiment, il avait un truc à dire sur Watchmen. Je suis pas d'accord avec lui, mais il avait un truc à dire. Là, il y a rien, il y a rien, c'est vide, c'est creux, c'est néant, nada, nul. Et en plus, de la part d'un mec qui a créé autant de concepts inédits, il avait quand même quelque chose à dire. Inédit pour booster le Dark Knight qui rigole là, enfin, de la merde. Il avait quand même quelque chose à dire à mon sens. C'est que Batman, c'est quand même un peu le symbole. C'est un peu le symbole à se dépasser de soi. Quelle horreur. Parce que la chauve-souris, c'est le seul mammifère qui vole. C'est le mammifère qui vole, donc Batman, c'est pareil, tu vois. On parlait dans un précédent podcast du crossover Spider-Man qui va peut-être arriver au cinéma, et tu me disais très justement que la différence entre un Spider-Man fait par Sony Pictures et John Watts et un Spider-Verse par Lord et Miller et les réalisateurs qui ont fait Spider-Man, c'est que dans Spider-Verse, il y a un propos qui est que tout le monde peut porter le masque. Alors que là, en l'occurrence, que comptait faire Sony, c'était juste faire un crossover parce que c'est cool. Mais là, c'est un crossover de Peter Parker. C'est ça, ouais, mais là, c'est pareil, tu vois, il n'y a aucun propos, même sur le rôle de Batman, la symbolique de Batman. En fait, c'est juste Scott Snyder comme même sur la symbolique de Wonder Woman, mais rien, je la vois pas trop, quoi. Ouais. Rien. Du tout. C'est juste un peu ton Pascal Pro, là. C'est juste à la fin. Ouais, bah tant pis. Attends, je vais sortir un mégaphone. Mais tu vois, typiquement, Wonder Woman, c'était le personnage qui fêtait cette année, l'année dernière, c'est 80 balais. Non, c'est cette année, c'est en 2021 en fait. Ah bah, très bien. Il y avait eu un gros push éditorial avec c'était le premier personnage qui avait été relancé en continuité, en cohérence classique. Elle avait un rôle à jouer dans Last Night on Earth. On pourrait se dire qu'il allait interroger, enfin là en plus la Wonder Woman dessinée par Capullo qui ressemble à fond à Megan Fox, c'est trop bizarre, elle a quasiment aucune incidence réelle sur le récit. Ce qu'elle fait, c'est juste essayer de motiver les gens à aller se bagarrer. On sait pas pourquoi, on sait pas qu'est-ce qui lui parle particulièrement dans ce combat. Bah si, parce qu'elle dit qu'il faut justement. Elle est gentille. Le truc, c'est que c'est dans voilà. Mais dès le début, tu vois qu'il y a son opposition avec Batman sur la façon dont il faut combattre le Darkest Knight, enfin le Batman qui rit. Et elle dit non, mais il faut restaurer les mémoires de tout le monde, il faut tout recréer. En fait, son but, clairement, dès le début, en fait, tu vois dès le premier numéro, dès cet échange avec Batman, que en fait c'est pas une histoire qu'on va te raconter, c'est juste en fait un motif qu'on balance. C'est un motif éditorial en fait qu'on essaye de justifier en image, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'elle, on ne dit pas qu'elle a perdu particulièrement des gens, à part ce rapport à ses sœurs qui disparaît dès le numéro 2. C'est vrai qu'il n'y a pas tant d'effets dramatiques. J'ai envie de dire que c'est plus touchant quand Batman retrouve Jarro qui lui dit papa, etc., que tout ce qui arrive à Wonder Woman pendant tout le truc. Elle est juste gentille, c'est tout. C'est son motivateur de personnage, elle est gentille, et tout ce qu'elle fait, c'est des trucs gentils, parce que c'est la gentille de l'histoire. Et à la fin, justement, les dieux lui disent « Ah, on est fiers de toi parce que t'as été sympa. » Et c'est tout, enfin, c'est quoi cette écriture de personnage ? C'est nul, c'est le néant. Et justement, par rapport à Batman lui-même, je trouve ça quelque part même un peu triste, parce que dans Last Night on Earth, il y a quand même justement une réflexion sur Bruce Wayne, le drame originel, l'éventualité d'un Batman fasciste ou maléfique. Alors, ça ne dure que 3 numéros, on est d'accord, il n'y a pas forcément la place d'aller très très loin, mais Last Night on Earth, pour moi, est une meilleure conclusion à toute l'œuvre de Scott Snyder sur Batman que ce Death Metal, où en final, même le Batman qui rit, t'as l'impression que, ok, c'est la fusion de Batman et du Joker, mais à aucun moment il est fou, à aucun moment il est chaotique, il est juste méchant. C'est-à-dire que t'as une héroïne qui est juste gentille et un méchant qui est juste méchant, et tu te démerdes, ça pourrait être n'importe qui, c'est interchangeable en fait. Tu vois, l'héroïne, là, il se trouve que c'est Wonder Woman, je ne sais pas trop pourquoi ils ont choisi de faire ça, mais ça pourrait être n'importe quel personnage DC qui est un peu sympa,
Même Wally West est plus développé dans Death Metal que Wonder Woman. C'est à peine si elle a droit à un tie-in à elle. Elle a droit à un tie-in pour voir ses collègues. Et puis c'est tout, quoi. Le Allman de James Tynion IV est plus développé que le Batman qui rit. D'ailleurs, vas-y, parlons vite fait des bonnes choses quand même de Death Metal. Oui, parce que c'est vrai que là, au bout de une heure et quart, à vous dire que c'était très complexe pour pas raconter grand-chose, parce qu'au final, c'est juste vraiment un récit outil d'éditeur plutôt qu'une vraie histoire qu'on a envie de te raconter. Qu'est-ce qui en ressortait de bien quand même? Qu'est-ce qui avait pas mal de bien? Bon, on va dire que Capullo, c'était pas si mal non plus, les dessins. Oui. On va le dire. Voilà, on l'a dit. J'ai pas grand-chose à ajouter, si tu veux. C'est que, comme je l'avais dit dans une autre émission, j'ai de plus en plus de mal avec le style de Greg Capullo. Là, j'ai l'impression qu'il s'amuse un peu au moins au niveau des designs. Effectivement, c'est joli. Effectivement, c'est coloré. Mais c'est toujours un peu les mêmes gueules à chaque fois. C'est toujours un peu... tu sais, quand c'est apocalyptique, c'est très apocalyptique. Quand c'est de la baston, c'est très de la baston. Et voilà, enfin, c'est... Mais les paysages, par exemple, évidemment, c'est un monde post-apocalyptique. C'est facile de faire des paysages qui sont juste des étendues désertiques à perte de vue. J'ai pas été soufflé par le graphisme. À la limite, si, voilà, le design du Darkest Knight... à défaut d'être justifié par un élément scénaristique intéressant, au moins, voilà, c'est effectivement la personnification du Batman le plus ténébreux, du Batman le plus divin. C'est le dieu du chaos Batman, et il fonctionne en ça, même si je préfère à la limite, tu vois, le design original qu'il avait créé, inspiré par Judge Death et par le secrétaire de Sauron dans la version longue du Anneaux 3. Ouais. Que là, pour le coup, même Perpetua, tu vois, enfin... Ah non, par contre, Perpetua, c'est un des pires designs que j'ai jamais vu. C'est dégueulasse. C'est casque bizarre à la Kirby raté. Le seul truc que je trouve rigolo, c'est qu'elle a un collier de terre, tu vois. En fait, au niveau de son cou, en fait, le cou, si tu veux, c'est de la matière spatiale, quoi. Tu vois, il y a des terres qui flottent un peu dans le truc. Donc, il y a cet aspect-là un petit peu cosmique qui est rigolo. Ouais. Mais après, le reste, ça reste une bonne meuf, quoi, avec une grande robe qui traîne. Bonne, non, elle est dégueulasse. Non, mais ils lui font des gros nichons, ils lui font des hanches larges et un petit nombril, tu vois. Enfin, c'est toujours pareil. Ah oui, non, mais après, c'est l'archétype du dessin de comics. Ouais, et encore les courbes, si tu veux, varient un petit peu parce que c'est jamais très fluctuant, tu vois. Mais disons que Perpetua, ça pourrait être c'est un bon design, c'est des traits de mort qu'il a dessiné, tu vois. Ouais. Ou Daniel Warren Johnson. Ça, pareil, tu vois. C'est ce qui va aussi pêcher, enfin, aller contre Snyder, c'est qu'en parallèle, t'as aussi une autre Wonder Woman post-apocalyptique qui, pour le coup, a un propos, une caractérisation et un intérêt et qui est graphiquement plus intéressante pour moi, c'est Dead Earth, tu vois. Qui a été publié en parallèle de Death Metal et qui. qui a rien à voir, qui met des non, mais il y a quand même des points communs. Wonder Woman dans un monde post-apocalyptique. Oui, mais ça s'arrête là parce que. En termes de fin du monde, voilà, je veux dire. Oui, mais ça s'arrête là, ne serait-ce que parce que Dead Earth, c'est un propos et pas Dark Metal. Mais voilà, moi, tu vois, si on devait encore une fois faire un podcast de non-lecture, moi je dirais, mais si vous avez de la thune, mais achetez Dead Earth. Il n'y a même pas à hésiter une seconde par rapport à Death Metal. Si vous êtes devant le stand et que vous voyez les deux, mais réfléchissez même pas. Ouais, parce que. Regardez pas Death Metal, vous voyez DM, c'est fini, c'est terminé, adieu. Ouais, après, on parle pas. Enfin, c'est là, on doit parler de quelque chose parce que tu compares un blockbuster à un film d'auteur, donc forcément, c'est pas. Ça reste un blockbuster quand même. Enfin, il y a des grosses scènes d'action dans Dead Earth. Oui, mais en termes de projet éditorial, c'est pas la même chose. Dead Earth, ça a resté quand même un truc d'auteur sur Wonder Woman, mais Black Label, certes, Black Label c'est du prestige, mais Black Label c'est quand même le A24 de Death Metal qui est Marvel Studios, quoi, grosso modo. Si, c'est ça. C'est plus le Annapurna. Ouais, mec. Non, bref, mais c'est juste pour dire, grosso modo, voilà, si vous voulez lire une Wonder Woman post-apocalyptique dans un DC Comics qui a mal tourné dans le futur, il y a quand même mieux. Et même Batman, encore une fois, je le répète, Last Night on Earth, c'est plus intéressant. Même si vous êtes justement fan du run de Snyder sur Batman et moins de sa Justice League, c'est par là qu'il faut aller pour moi. Si vous êtes nostalgique de la cour des hiboux, voire de Zero Year éventuellement, c'est plus là qu'il faut aller. Il faut aller vers Last Night on Earth. Mais alors, dans ce qui était bien de Death Metal, au final... Oui, parce que là, c'était pas Death Metal en soi, mais c'était plutôt les tie-in. Alors moi, j'en sauve 3. Alors, on va pas tous les aborder, parce que sinon on y passera encore 3 heures. Et honnêtement, j'ai pas des choses très utiles à dire sur chacun d'entre eux. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien entendu, comme tout event, parce que Marvel le fait aussi, il y avait des tie-in qui se déroulait ça, mais la différence et ce qu'on peut quand même concéder à Death Metal là-dedans, c'est que à l'inverse de ce qui s'est passé avec War of the Realms, Absolute Carnage, c'est quoi là, King in Black ou Empire, les tie-in n'étaient pas là juste pour dire la Terre est attaquée, regardez qui fait quoi à quel moment. Il y avait des vraies intrigues parallèles pour dire effectivement qui fait quoi à quelques moments, mais dans le sens où enfin c'est une vraie histoire qui est racontée. Mais il y a même des tie-in, si
tu les lis pas, tu comprends pas des trucs. Enfin, Effectivement, ouais, tu loupes des pans d'histoire. Donc, c'est des tie-in qui sont pas forcément indispensables. Enfin, dispensables, justement. Il y en a qui sont clairement importants. Et il y en a d'autres qui étaient là pour garnir, en fait, avec des petites histoires qui opéraient sur des modèles il y a deux d'anthologie. familles. Il y a les tie-ins qui sont connectés à l'intrigue principale et qui là sont utiles. Et il y a effectivement un format anthologique qui est là et pour développer encore une fois le principe des Dark Knights et pour raconter un petit peu le passé de ce qui a pu avoir lieu avant le numéro 1, là, sous forme anthologique. Donc c'est là qu'on va retrouver du Jordi Belair, du Garth Ennis, du Daniel Warren Johnson, sur des très courtes histoires. C'est le problème, c'est des très bons artistes, mais c'est des très courtes histoires. Le pan de Warren Johnson, c'est 2 pages. Oui. Après, là aussi, il faut relier ces tie-in au contexte éditorial de DC Comics en 2020, dans la seconde moitié de l'année, qui est en galère. Il y a eu la crise, il y a eu la fermeture des comic shops. Death Metal prend une toute autre ampleur aussi par rapport à leur plan de restructuration, parce que Didio s'est cassé et que leur plan 5G ne tient plus la route, parce qu'à la base, ça devait se lancer en septembre 2020. Ce n'est plus le cas. Et donc aussi, on propose à des artistes. Enfin, Scott Snyder propose à des potes dont il sait qu'ils sont un petit peu en galère de venir écrire des numéros et faire des histoires supplémentaires, justement aussi pour pragmatiquement leur donner du boulot. Et quelque part leur donner de la thune avec les royalties si les numéros se vendent bien. Si, c'est ça. En l'occurrence, vu les artistes en question, enfin Risso, Francavilla, Belair, Johnson à la rigueur, oui, mais je pense pas que par exemple que ceux-là, ou Garth Ennis même, aient été particulièrement mis en danger par la crise. Après, ils ont eu qu'une page, tu sais, une page payée par DC Comics, ça va pas te faire. Risso, il avait plus qu'une page. Oui, non, mais même 2 pages si tu veux. Je veux dire. Francavilla, c'est cher, hein, les pages Francavilla. Oui, mais ils ont tous. Enfin, faut pas croire. Je connais pas tous à eux leur situation. Alors oui, il y en a qui sont vachement plus connus. Je me dis qu'ils ont réussi à quand même gagner bien leur vie, machin. Ils vivent dans des pays où la couverture sociale et tout ça, les crises, c'est pas du tout le même impact. C'est pareil même en termes de sécurité de l'emploi et tout ça. Enfin voilà, faut pas présager non plus de dire que même un Eduardo Risso était potentiellement dans la mouise. Même s'il a eu une très longue carrière, mais il faut pas non plus faire passer Snyder pour un bon samaritain qui a dit à ses potes venez les gars, en l'occurrence, si, clairement, je pense que ça reste un geste sympa. Il n'y a rien qui ne l'obligeait à fomenter cette équipe pour faire là des petites histoires, parce que c'était pas prévu à la base, et ça on le sait. Est-ce que c'est pas juste parce qu'il avait envie d'avoir ces dessinateurs là dans son grand empire death metal, tu vois? Mais il y a un ensemble de tout, c'est pas une seule raison qui prédomine sur les autres, c'est un ensemble de raisons, mais parmi lesquelles, et c'est pour ça aussi... Je suis hyper négatif, je m'en bats les couilles. Oui, mais justement, moi je suis ton pendant positif là-dessus, tu es mon anti-crisis. Où je dis qu'il y a des histoires qui ont été commandées effectivement en plus, qui n'étaient pas forcément prévues. Pareil, les Last Stories of the DC Universe, qui est vraiment un numéro d'entre-deux, en fait, où entre, si tu veux, c'est un peu dans 300 Tonight We Dine in Hell, tu vois. Et en fait, c'est comme si entre la dernière nuit que les Spartiates passent et le combat final contre Xerxes, en fait, il y avait eu une série spin-off sur HBO Max, tu vois, où on raconte en fait... Mon mec va pisser. C'est ça, où en fait, voilà, on va raconter ce que chaque Spartiate fait avant. Donc, par exemple, ça, voilà, donc c'est un numéro vraiment où chacun, où enfin voilà, on prend plein de héros et on raconte c'est quoi leur dernière soirée, qu'est-ce qu'ils feraient si c'était leur dernière soirée sur Terre. Ça n'a aucun intérêt, mais ça a donné du travail à des équipes créatives, et quelque part, si les numéros se sont vendus un petit peu, ça leur a permis d'avoir des royalties et de payer la facture d'électricité du mois suivant. En soi, c'est quand même nul. Ça reste nul, mais dans l'intention, derrière, dans le côté humain des choses, il y a quand même quelque chose un petit peu... Mais ça reste nul. Oui, mais ça... mais c'est pas si... Enfin, oui, si, c'est grave un petit peu, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte. Donc, on a effectivement, ça, c'est vraiment les one-shots un petit peu anthologiques. Donc, parmi ceux-là, il y avait le premier, c'était le Legends of the Dark Knight, qui clairement est là pour raconter, en fait, des nouvelles versions de Batman du Dark Multiverse. T'as la version un peu plus complexe qui est venue beaucoup plus tard, au moment en fait où le Darkest Knight envoie toutes ces terres du Dark Multiverse pour affronter les héros, qui s'appelle The Multiverse Wrath, où là par contre on présente en fait juste des histoires de ces multivers qui ont pété un câble, notamment un univers où tous les super pets deviennent zombies, et du coup ils se battent là-dedans. T'avais déjà une sorte de continuité des Tales from the Dark Multiverse où oui, c'est ça. Oui. Des pans de continuité classique qui étaient encore pires que ce qu'on a connu. Ouais, et t'avais le Last Stories of the DC Universe, comme on vous l'a dit juste avant, et t'avais aussi le Death Metal Guidebook, qui là, en fait, c'était des petites histoires pour raconter c'est un peu un mix des deux, parce que c'est à la fois anthologique, et en même temps, on te raconte un petit peu ce qui s'est passé pour aboutir au point de départ de Death Metal, et il y a des pages d'entre-deux qui te permettent un peu de situer les différents lieux et comment ça fonctionne.
assez rébarbatif. Le Legends of the Dark Knight et le guidebook sont intégrés dans le premier tome de Death Metal de l'édition VF, et on sait que tous les tie-ins seront intégrés, puisque c'est comme ça que Urban avait fonctionné pour le premier Metal. Donc ils vont faire la même chose, ce qui est bien parce que ça vous permettra d'avoir tout, et c'est d'autant plus autant pour Batman, premier du nom, c'était un peu rébarbatif parce que les one-shots sur les Dark Knight, c'était pas essentiel, avaient été intégrés dans le tome 2 et ça faisait un gros tome un peu lourd à lire à cause de ça. Autant là, il y a vraiment des numéros qui sont vraiment essentiels à la compréhension, et il y en a quelques-uns, on va y revenir, qui sont vraiment bons pour le coup. Il y a même un numéro qui est juste fantastique, qui est un peu une anomalie dans cet event, quoi. Et donc là, c'est bien par contre de se dire que vous les aurez tous si jamais vous vous lancez vraiment dans cette aventure, parce qu'au moins il y aura quand même une ou deux lectures à sauver, et surtout vous aurez toute l'histoire compréhensible. Alors, les bons. Vas-y. Alors il y a déjà... Dans l'ordre de parution, je pense que c'est Speed Metal du coup. Ouais, Speed Metal. Alors effectivement, Speed Metal qui est à la limite, qui est pas forcément important en termes... Enfin, qui est important et pas important. C'est-à-dire grosso modo, vous avez entre Death Metal 5 et 6, je crois, un moment donné où le Dark Knight, putain, j'arrive pas à trouver un nom, le Batman qui rit, hein, voilà, cavale après les Flash. Non, c'est après le numéro 4 plutôt, je crois. Mais, okay. Bon, il cavale après les Flash à travers la Speed Force. 3 même d'ailleurs. Et il y a du coup une sorte d'ellipse dans le récit, dans la trame principale, et puis on les retrouve plus tard où Wally West est assis sur la chaise de Metron. Alors dans le numéro Speed Metal, qui est donc consacré au Speedster et à la Speed Force particulièrement, on va suivre cette course-poursuite qui permet à Wally West d'avoir enfin un payoff sur sa disparition après Flashpoint, qui va aussi du coup répondre à une question qu'avait posée Geoff Jones dans DC Universe Rebirth 1, c'est-à-dire grosso modo pourquoi tout le monde a oublié Wally, et qu'est-ce qui lui est arrivé, et pourquoi ce personnage-là qui était adoré par les fans mérite une fin. Donc là c'est très symbolique, c'est-à-dire que Wally va retrouver son costume de Flash, va retrouver sa famille, va retrouver ses amis, et a droit en fait à un vrai adieu grosso modo. Même si c'est pas vraiment un adieu parce qu'il continue à exister ensuite, mais cette version de Wally qui est donc est vieille maintenant, hein, c'est le Wally classique on va dire, a le droit enfin à un moment un petit peu de bonheur, de récompense pour ces années de galère et d'absence. Donc c'est à la fois utile parce qu'effectivement dans le récit après on le voit revenir avec la chaise de Metron, et ça boucle aussi un peu avec Flash Forward vis-à-vis de l'acquisition des pouvoirs du Dr Manhattan, ouais. Ce qui là pour le coup est complètement éclipsé ensuite dans la trame principale, hein, parce que grosso modo on dit juste que le Batman Kiri avait tout prévu depuis le début et que la chaise était connectée à ses pouvoirs à lui, donc voilà, nique-toi. Et par contre c'est vraiment important pour finir la Rebirth, puisque la Rebirth commençait avec Wally, elle se termine du coup avec Speed Metal sur le plan de Wally West, et c'est effectivement un numéro qui est plus enthousiaste, qui est plus sérieux aussi, et qui permet voilà, de rendre hommage à ce personnage-là qui a effectivement été assez maltraité par DC Comics pendant tous les New 52, quoi. Ouais, donc c'était bien après Metal 3, hein. C'est celui qui intervient le plus rapidement dans l'event, enfin un des premiers tie-in vraiment qui est pas anthologique, quoi. Et ouais, et pour le coup c'est bien aussi de voir Joshua Williamson écrire un peu correctement, enfin de faire un bon numéro avec les Flash, parce qu'il a quand même été sur le run principal de Flash, et sur le run principal de Flash, mine de rien, c'était aussi sur l'arc Flash War qui était un peu un arc vachement important aussi pour entre Barry et Wally West, notamment par rapport à la place de Wally dans l'univers d'ici, qui se rapportait vachement à la continuité des Flash, qui est quand même vachement importante. Et dans ces récits-là, il est plutôt bon en fait quand il s'agit de convoquer le passé, de convoquer l'historique des bolides et tout. Tu sens que c'est un sujet heureusement qu'il maîtrise, et sur lequel il arrive à te faire des bons récits. Donc effectivement, c'était l'un des numéros qui était intéressant. Parmi les numéros qui étaient complètement pourris et dispensables, je pense que le pire du pire. Alors le Last Stories, hein, parmi les anthologies tous les anthologies qui sont pas indispensables, je trouve que le Legends est plutôt sympa, mais ils ont l'intérêt pour les dessins en général. Ouais. T'as du mana pool parfois. Par contre, tu l'as dit, effectivement, le Last Stories, il était vraiment nul. Aucun intérêt. Je pense que le Infinite Hour Extreme avec Lobo, c'est une horreur. Alors non seulement c'est une horreur, mais tout à l'heure on parlait de design. À un moment donné, t'as un Bat Lobo. C'est juste Lobo avec un masque de Batman et un logo Batman sur le torse. Point. Même Lobo se fout de la gueule du design en disant t'es quoi, toi t'es un Batman Frazetta. Ça sert à rien, ça ne comble aucun trou, et en plus il y a même 2 numéros où on évoque la relation entre Lobo et Lex Luthor. Ça sert à rien. C'est nul. C'est pas bien. Faut pas lire ça. Ça c'était vraiment pas... Le multiverse qui rit aussi, c'était très dispensable, c'était vraiment pas terrible non plus. Le Rise of the New God aussi. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Pas ouf, non, pas ouf. Non, moi je parlais, retrouve-moi le nom du numéro de James Tynion Ford.
C'est Multiverse, Multiverse's End, non? C'est la fin, Metaverse's End, je crois plutôt. The End of the Metaverse. Non, c'est Multiverse's End, je te lis l'intitulé. D'accord, ok. Exact. Et l'artiste s'appelle... C'est Juan Gedeon. Juan Gedeon, voilà. Alors ce numéro-là, pour le coup, il est cool, et c'est d'ailleurs assez rigolo de se dire que James Tynion IV, qui au départ est un élève de Scott Snyder dans ses cours d'écriture, quelque part a eu une trajectoire d'ailleurs qu'on connaît, qui est devenu un mec qui vend beaucoup en indé, qui a fait un très bon run de Detective Comics, qui a ses errances. Je pense que son Batman actuel est pas terrible, mais voilà, à mon sens, avec ce numéro-là, il dépasse le maître. C'est-à-dire que je me suis beaucoup plus amusé dans ce numéro que dans les 7 numéros de Batman Death Metal. C'est cohérent avec Multiversity, mais avec tout Multiversity, et ça c'est quand même génial. Et puis ça va gratter un point que Scott Snyder a miraculeusement oublié, c'est qu'il y a effectivement déjà une version du Batman Maléfique qui existe avec la Terre d'antimatière de Grant Morrison, donc de Terre, enfin, même de la Terre d'antimatière en général, la Terre 3, qui était l'une des premières Terres qui était créée par DC au départ, pour rappeler que oui, il y a déjà en fait une version négative de Batman qui existe depuis le début et qui n'est pas évoquée dans Darkness Death Metal, qui est donc le Allman. Un truc que justement, en plus, bizarrement, Snyder avait créé au début de son run New 52 et qu'après il a complètement mis au placard. Parce qu'il y a un Allman aussi sur la Terre principale. Ouais. Là, en l'occurrence, du coup, Allman, ce qui est génial, c'est que c'est un vilain qui est plein d'ego et qui est un peu très caricatural. En fait, ça l'énerve de l'idée qu'en fait, du coup, il ait pu se faire damer le pion de Alpha Batman négatif par le Batman qui rit. Et du coup, il va trahir ses potes pour justement redevenir le vrai, enfin l'authentique Batman méchant. Donc c'est super rigolo, et effectivement on voit différents points du multivers, on voit Calvin Ellis, on voit la Terre des nazis, la Terre X. D'ailleurs pareil, il y a aussi un Batman négatif sur la Terre X, c'est bizarre que pareil on n'en parle jamais. Et il y a des concepts qui sont méta, qui sont super rigolos, enfin il y a des dialogues méta en fait, et là pour le coup, par exemple, Allman, du coup, voit un petit peu les différentes itérations du multivers. C'est ce que je disais en début de podcast, en fait. C'est que du coup, ça montre bien qu'en fait, il y a la Terre pré-crisis, la Terre post-crisis et la Terre post-New 52. Et que c'est un petit peu les 3 versions du multivers canonique. Et en fait, Allman voit qu'à chaque fois, en fait, il survit à chaque reboot. Et en fait, il dit, parce que je suis tellement une bonne idée, en fait. Et là, du coup, c'est super méta. En fait, il parle vraiment des auteurs de comics. Il dit, en fait, les auteurs de comics m'aiment bien. Tu vois, je suis une bonne idée. Du coup, je suis amené à revenir. Et donc, même si l'univers s'arrête, je m'en fous parce que d'une certaine façon, je vais survivre. Et c'est pour ça qu'il les trahit. Alors qu'à l'inverse, il combat justement le petit Batman. Le Batman bébé, là, le Batman bébé bizarre. Et là, la Légion of Rainbow des Batman de multicolores. Et à un moment donné, il le poucave et il le plaque contre un pylône et il fait moi, je m'en rends parce que tu vois, l'univers va s'arrêter. Et moi, je vais revenir parce que je suis une trop bonne idée. Toi, t'es une idée à la con. Tout le monde va t'oublier. Et ce qui est vraiment une réflexion super intéressante, mais vraiment à la Multiversity, ça pourrait presque être un numéro bonus de Multiversity, sur en fait la réflexion du rapport auteur-fiction, du rapport réel-fiction, et en fait du vrai rapport éditorial qui s'établit entre les personnages de comics et les mecs qui prennent les décisions. Ouais. Et ça, pour le coup, c'était plutôt vraiment finaux. C'est super, le numéro est super marrant, il est grave bien dessiné. Vraiment, c'est super bien dessiné. C'est assez rond, assez cartoony, assez dessin c'est un animé. peu ouais. Et je trouve que ça casse justement la dynamique du reste de Death Metal, qui est généralement assez capoulienne, justement très premier degré. Là, pour le coup, on sent qu'il s'amuse en fait. Et je trouve ça justement assez beau quelque part de voir Tynion qui a presque mieux compris en fait le principe du multivers et des Batman maléfiques, ou même du rapport entre réalité et fiction, que Snyder qui en fait des caisses et qui sait pas trop où il va, etc. Donc moi j'ai vraiment kiffé ce numéro, et si pour le coup, si vous voulez lire un truc précis dans Death Metal, je pense que celui-là avec celui qu'on va évoquer font partie des trucs bien. Ouais. Et pour finir d'évoquer les trucs qui étaient pas bien, il y avait en fait dans les anthologies, tu en avais un autre qui était The Last 52 War of the Multiverse, qui est en fait le tie-in qui décrit vraiment en détail la bataille finale de Wonder Woman et ses alliés contre le Darkest Knight. Et voilà, et chaque histoire en fait, c'est là par contre c'est vraiment on se situe à un endroit particulier avec un ensemble de personnages, mais du coup ça n'a aucune utilité quoi, puisque au final la résolution de la bataille principale se fait dans les pages de Death Metal 7. C'est le tie-in Marvel quoi, grosso modo. Ouais. Un petit point juste, alors un entre-deux sur le Robin King que personnellement j'ai bien apprécié en termes, parce que du coup c'est vraiment un numéro d'origin story sur le Robin King, qui est donc vraiment en fait un Batman, en fait c'est un Bruce Wayne gamin qui a buté ses parents dans Crime Alley quoi, qui parce qu'il les aimait pas, et qui voilà, et depuis le début était vraiment un sale fou furieux. Et en fait c'est un numéro qui est dessiné par Riley Rossmo, qui avait déjà en fait dessiné les origines du Batman Who Laughs dans le premier Metal, donc il y a une certaine forme de continuité artistique là-dedans. C'est l'artiste est très bon pour faire des trucs très creepy, très 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 dérangeants.
Et il y a un côté un petit peu cartoonesque parce que c'est vraiment, du coup, on te montre quand même que c'est un Batman qui a réussi à buter tous les autres membres de la Justice League dans son univers. Du Darkest Knight, parce que justement, comme il dit, on est fait du même bois, quoi, grosso modo, on est tous les deux des gros enfoirés. Et puis il connecte bien, voilà, avec l'imagerie des Robins un petit peu maléfiques qu'avait commencé à développer Snyder dans Premier Metal, qui était au départ un truc un peu justement malaisant, parce qu'effectivement les Robins de base, et là pour le coup je pense qu'il y a un propos. Tu vois, typiquement sur le côté, Batman c'est quand même un mec qui emmène des enfants à la guerre et tout. Ouais. Donc, les Robins monstrueux, c'était assez rigolo, les Robins jokerisés. Et là effectivement, même le design du Robin King de Capullo me dérange pas plus que ça. Je suis moins saucé que Arnaud, parce que moi je suis peut-être moins fan d'horreur ou de ce côté un peu gratos, mais effectivement, oui, le Rosmo s'en sort très bien en tout cas. Ça c'était vraiment. Et donc par contre, alors je vérifie juste qu'on n'a rien oublié avant de finir en fait sur la meilleure note, on va dire, parce que voilà, Trinity Crisis, donc c'est celui où il revisite les différentes crises, c'était nul. Enfin voilà. Oui. Ça c'était vraiment pas terrible, quoi. Et je crois que voilà, on a fait le tour de. Enfin, Rise of the New God, on l'a mentionné avant, mais pareil, c'est sur un peu les origines de. Enfin, ça retrace le parcours de. Mais celui-là, il est essentiel à la compréhension quand même pour voir vraiment l'ascension du Batman. Justement, du Batman Metal, enfin du Batman Manhattan et tout ça, de voir comment il devient ce Darkest Knight. Donc, le même slip d'ailleurs que le Dr Manhattan, parce que voilà, tant qu'on y est, on va pas se faire chier. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc voilà, alors du coup, et il y a aussi, on précise dans le podcast, mais on a choisi consciemment de ne pas en parler parce que c'est tellement accessoire et tellement pas intéressant que voilà, on voulait pas gâcher du temps dans ce podcast. Et qu'il y a eu un arc tie-in du titre Justice League en fait à côté qui s'appelle Doom Metal, je crois. L'arc s'appelle en question comme ça, et voilà, c'était aussi en tie-in à Death Metal, mais c'est vraiment tellement accessoire que, enfin moi je le dis, enfin je n'ai même pas cherché à le lire. Parce que voilà, hors de question d'y passer du temps. Et donc, on va conclure ce podcast avec quand même un one-shot qui est bien, et qui est même très bien, qui est même excellent en fait. C'est vraiment, qui est donc Dark Knight Death Metal, The Secret Origin. Et pourquoi il est tellement bien? Pourquoi en fait il est mieux écrit que tout le reste de l'event? Parce qu'en fait il est réellement écrit par Geoff Johns. Alors Scott Snyder et Geoff Johns sont tous les deux crédités à l'écriture, mais quand tu lis ce numéro, tu connais le rapport, que tu connais le rapport de Geoff Johns à Superboy Prime, puisque voilà, c'est un numéro qui en fait vient conclure en fait tout ce qu'a fait Geoff Johns sur Superboy Prime depuis Infinite Crisis, depuis son run de Green Lantern, tout ça. En fait oui, enfin c'est Geoff Johns qui l'a écrit. Scott Snyder lui a donné peut-être vaguement une ligne directrice sur ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il devait se sacrifier peut-être dans son combat contre le Darkest Knight. Le rapport à Crypto, mais c'est tout, quoi. Tellement du Geoff Johns. Ouais. Ouais, alors grosso modo, comme on l'a dit dans la trame principale de Dark Knight Death Metal, le Superboy Prime, donc de la réalité Infinite Crisis où il a gagné, vient assister Wonder Woman. À un moment donné du récit, il disparaît et on n'est pas trop sûr de pourquoi. Et en fait, c'est expliqué dans ce numéro, c'est-à-dire que au début, donc on le voit. Alors, ça retrace les origines de Superboy Prime, c'est-à-dire depuis le début, donc sur la Terre Prime, la Terre qui est donc la nôtre, dans laquelle les personnages de ces comics sont des personnages de BD. Sachant que même le titre, The Secret Origin, c'est un renvoi au Superman Secret Origin de Geoff Johns. Tout à fait. Et puis même à tout ce que je m'en, enfin l'IDM de l'origine secrète, justement, etc. Donc on le voit effectivement acquérir ses pouvoirs. Après, on revient dans le présent et il y a donc Crypto le super chien qui vient l'emmerder. Et là, commence à s'amorcer en fait une réflexion sur qui est le Superboy Prime, qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qu'en fait lui, en tant que fan de comics, est venu se perdre un petit peu dans le multivers DC pour de vrai, et comment en fait il a été mal compris, tu vois, c'est-à-dire que grosso modo, lui, on voit de son point de vue enfin les choses, il se considère pas comme un vilain, il se considère comme une victime, entre guillemets, et au fil de ce numéro-là, au terme de ce numéro-là, on lui offre, comme à Wally West, une vraie rédemption. C'est vraiment l'une des rédemptions de vilains les plus inattendues que tu puisses espérer. Et effectivement, ça pue le Jones au niveau émotionnel, ça pue le Jones au niveau de la symbolique du lecteur de comics, parce qu'effectivement, au départ, c'est un nerd, le Superboy Prime, qui va justement avoir droit à cette porte de sortie de l'univers, entre guillemets, mais pas vraiment, parce que c'est à la fois une porte de sortie, mais aussi une fin ouverte. Voilà, c'est le début d'une fin et la fin d'un début. Et effectivement, c'est très beau, c'est très fort. Parce que justement, déjà je pense que c'est peut-être un peu biographique pour Jones, qui quelque part justement interroge ce rapport du nerd, de fan de comics, qui finit par arriver au milieu des big boys, entre guillemets, peut-être comme Jones qui a commencé comme fan de comics, qui a fini scénariste. Là il y a vraiment ce côté aussi interroger le réel, tu vois, quelque part justement, ce personnage-là qui voit un petit peu comment l'univers s'est barré en couille et qui rend compte qu'il a plus grand-chose à faire dedans.
Moi, je me demande vraiment si c'est pas méta, s'il nous dit pas un truc à nous, tu vois. Non, et puis bon, il y a aussi une façon de boucler la boucle quand même avec ce personnage qui l'avait rendu tellement tragique quand même par rapport Ouais. à ce qui lui était arrivé, et d'essayer effectivement de lui racheter un peu une conscience et quelque part, tu vois, c'est clair que dans le côté méta, j'y vois quand même cette envie d'optimisme qui était censé être Bah, voilà. un peu le Et leitmotiv de Superman, de tu vois, Rebirth, voilà. de Rebirth avec Geoff Johns, avec ses obsessions-là sur ce que représente le personnage, et que oui, effectivement, t'as pas plus optimiste et plus encourageant que la conclusion de ce numéro. Tout à fait. Bah, grosso modo, Puis il y on a spoil Crypto, ou... et puis il y a Crypto, Crypto est trop bien, trop bien. D'ailleurs, c'est marrant ce qu'il lui dit, t'as un personnage ridicule, je t'ai jamais compris, t'es un chien avec une cape. Mais il est trop bien, mais la façon dont Crypto Ouais. réussit un peu à le dérider, quoi, c'est Non, juste mais c'est trop, génial. Et puis, trop, ouais, trop pour le chouette, coup, quoi. même, c'est très bien dessiné. Il y a vraiment ce côté. Enfin, c'est un numéro qui pourrait synthétiser tout le personnage de Superboy Prime, en fait. C'est-à-dire qu'il part du début et il va vers une fin qui est totalement inédite. On spoil ou. Bah oui, parce que de toute façon, Voilà. c'est un truc qu'on a déjà tout spoilé C'est ça, bah, grosso modo, l'événement, quoi. Donc, en par contre, si vous voulez, Vas-y. si vous voulez le lire et vous gardez la surprise, bah vous pouvez arrêter parce que de toute façon, on va conclure là-dessus après. Mais sinon, vas-y, maintenant, on peut y Donc, aller, quoi. en réponse à la fin, grosso modo, et de cette conception-là du multivers, Prime revient dans sa continuité d'origine. Donc la Terre Prime, donc la Terre à nous. Donc lui, il se dit que ça y est, c'est fini, que c'est plus un super-héros, que c'est plus un super méchant. Voilà, que c'est- retour à la vie normale. Et il va retrouver ce personnage qui était sa jeune petite amie, etc. Et puis en fait, il se dit qu'il faut quand même continuer à essayer d'être un héros, d'être quelqu'un de bien, comme Superman, parce que c'est quand même son modèle de référence. Et quand il y a un gamin qui menace de se faire écraser par une bagnole qui va trop vite, il va pour essayer d'empêcher la bagnole, et puis il la soulève, comme la cover de Action Comics 1 Ah là là. de 1938, en J'ai des disant frissons rien justement, d'en c'est très parler. bien, c'est beaucoup trop. Et justement en se disant, ah, peut-être que justement, alors peut-être que c'est pas la réalité, mais peut-être que justement, en fait, c'est pas la fin pour moi et que c'est juste le début d'une nouvelle aventure. Je doute qu'il y aura une suite à ce numéro-là, Mais non, parce que c'est ça comme laisse, tu ça dis, laisse c'est, rêveur. C'est là, ce qui compte, c'est que voilà. ça laisse rêveur, vraiment, tu vois. Comme tu dis, c'est un personnage qui a vraiment beaucoup souffert dans la continuité d'essai et qui, quelque part, a mérité un peu cette rédemption. C'est le retour à la maison et ça reste Superman, mais dans ce monde-là, du coup, où ce sera le seul Superman et compagnie. Donc c'est vraiment un bel hommage et à Superman et à Superboy Prime, et même, justement, à ce relationnel entre auteurs de comics, fans de comics, et ce rapport, encore une fois, réalité-fiction qui marche très bien. C'est tellement agréable de voir Jones bien écrire, en fait. Et écrire avec, Et ça avec douceur, manque, avec et ça sincérité. manque parce que c'est le Jones de Infinite Crisis, c'est le Jones de Green Lantern, c'est pas le Jones de Doomsday Clock Ou Free Joker. ou de Three Jokers. Quoi. Voilà. Non, mais il y a un monde. C'est à la fois terrible de se dire que à la fois c'est le meilleur morceau de death metal qui est meilleur que tout le reste de l'event, et en même temps tu dis aussi putain, mais c'est le meilleur travail de Geoff Johns de ces 5 dernières années, quoi. Ouais, clairement. Clairement, je réfléchis un petit peu pendant que je parle, mais oui, il me semble que. Non, parce que bon, c'est Batman Earth One, c'est sympa, mais sans plus, tu vois, ça Non, mais n'a pas mais- ce même niveau émotionnel. Et là, vraiment. C'est ce qu'on a dit, Geoff Jones, c'est comme Ryan Darkseid Bendis, Wars, c'est, c'était bien, tu vois, mais Darkseid Wars, c'était 2015. c'est pas pareil, quoi. c'est pas la même échelle. Geoff Jones, c'est un peu le Bendis de DC, c'est un mec qui est bon pour l'intimité, pour te créer des personnages attachants, que tu as envie de suivre, etc. Non, rien de dégueulasse, Arnaud. L'intimité, c'est pas forcément toujours du cul. Donc, vous n'avez pas vu le sourire enfantin de Arnaud qui là, du coup, n'ose plus rien dire. Mais tu vois, J'avais une pub avec Geoff Jones qui se lavait avec un gel spécial pour Ah se bon, laver d'accord, les... excuse-moi. pour Je se crois que laver c'était un les- truc genre il est bon dans l'intimité, je crois que t'allais me faire une blague. Non, non, il est bon le ou je sais pas quoi, bref. Non, non. Excuse-moi. Je t'ai surestimé. C'est beaucoup plus naïf, tu vois. Ouais, tu es un grand enfant, comme Geoff Jones. Et justement, il est bon parce que là, il arrive à écrire un personnage qui, si tu veux, il comprend. Enfin, alors qu'il ne comprenait pas le Docteur Manhattan. Que Batman, il le comprend, mais ça Il le comprenait mal, peut-être. Tu vois, Batman, c'est pas l'avatar de Geoff Jones. Alors que là, tu vois justement que dans ce personnage de fan de BD, qui se retrouve parachuté au milieu des super-héros alors que lui, il a rien demandé, c'est clairement, enfin, c'est un personnage qu'il arrive très bien à comprendre, à cerner, en fait. Et il lui offre justement une fin qui est heureuse, il lui offre un beau générique de fin en mode... après tout ce qui s'est passé, après quand même une vraie crise, une bonne crise, t'as mérité, entre guillemets, de quitter l'univers sur un constat un peu plus joyeux. Et puis voilà, je pense que c'est même ce qu'il aurait dû faire à la fin, en fait, de Doomsday Clock, ce côté, un personnage du réel, entre guillemets, qui devient le vrai Superman et qui reconnecte avec cet hommage perpétuel au début, en fait, des super-héros. Et vraiment, ouais, ça devrait être la fin de Death Metal, et ça ne l'est pas parce que c'est pas le sujet, mais c'est carrément un signal d'espoir, même pour lui. Enfin, ce truc qu'il a réussi à retrouver, il a retrouvé son mojo, tu vois. Il a retrouvé un truc qu'il arrive à écrire, et on sent qu'il s'amuse, tu vois. Le rapport avec Crypto, justement, c'est vraiment, je pense que ça vient de quelque part, tu vois. C'est pas juste Crypto, il est débile et compagnie, c'est vraiment une lettre d'amour aux comics, une lettre d'amour à Superman et tout, et ça fait du bien. Ouais. Voilà. Ouais, voilà, on va terminer là-dessus sur une note positive, et pour vous dire que voilà, en vrai, mettez-vous à l'anglais si vous lisez pas l'anglais, et prenez juste The Secret Origin.
Voilà, c'est le seul truc vraiment qu'il faut lire de tout ça. C'est un peu la conclusion, hein, parce que voilà, on vous a dit ce qu'on avait ressenti en long et en large de cet event. On vous dit sur quoi ça menait aussi, que voilà, ce multivers du multivers, c'est simplement pour justifier leur pseudo faux relaunch Infinite Frontier. Et on va continuer de toute façon avec First Print toute l'année à vous faire des points sur Future State et sur les débuts d'Infinite Frontier. Donc on réexpliquera les concepts et on sera forcément obligé de rementionner un moment ou un autre Death Metal, puisqu'il y aura quand même des conséquences. Mais donc voilà, dans l'ensemble, un event vraiment pas terrible, très long, très douloureux à lire, pas bien écrit, surtout quand même la conclusion de plus de 5 ans à lire quelque chose qui était vraiment lourd, enfin 3 ans on va dire, de 2007 à 2021, mais vu que c'était au milieu de 2017 que ça avait commencé Metal, voilà, on va dire ça, mais ça a été vraiment 3 ans et demi très très pénible à lire. On est content que ce soit terminé, c'est pas dit que après ça va être forcément super bien ou je sais pas quoi, mais au moins le plus grand mérite de Death Metal, c'est de mettre fin à Death Metal quelque part, c'est de terminer. C'est comme mon préféré du film, c'est le générique de fin, tu vois. Ouais, c'est ça. Et la même façon que le meilleur moment de Venom, c'était la post-gen qui était un extrait de Spider-Verse. Là, le générique de fin de Venom était cool. Hein. Le meilleur moment de Death Metal, au final, c'est ce petit tie-in, ce petit one-shot qui venait s'immiscer dedans, même si on vous a dit qu'il y avait 2 autres numéros qui étaient plutôt cool à lire. Et voilà, une porte ouverte vers l'inconnu à présent. On espère, je sais pas, hein, franchement, Urban, si vous nous écoutez, faites un tome avec juste du coup le Secret Origin, le Multiverse End et le Speed Metal, et appelez ça genre Death Metal, les bons récits. Je sais pas, vous faites vraiment un petit tome à part comme ça. Non, mais un truc, voilà. Le goût de multiverse. Ouais, non, mais un truc. Crisis, le bon Death Metal, un petit volume comme ça en soft cover, mettez-le à 3 à 10 balles, je sais pas, tu vois. Mais tout de suite, hein. C'est le mec qui passe commande, c'est faites ci, faites non, ça, c'est des idées, c'est des idées, je sais pas, je balance ça comme ça, mais dans un monde idéal où Darmanin ne tu serait peux pas, acheter les singles aussi. Hein, tu peux acheter les ouais, mais les gens ne lisent pas tous de l'anglais, donc il faut le prendre en compte, quoi. Je sais pas moi, feuilletez-le en bibliothèque et prenez les pages en photo avec votre téléphone. Non, mais c'est ça, en fait, vous irez à la Fnac, vous lirez le numéro dans le tome quand il sera sorti, voilà, et puis vous pleurerez à la Fnac en voyant la magnifique fin de Jump Shot. Ça, j'avoue. Mais ouais, non, mais tu sais, c'est toujours un peu pareil. C'est comme pour Spider-Geddon où t'as le numéro Spider-Punk qui est génial et tout le reste qui est pas ouf, quoi. Poubelle, tu vois. Enfin bon, bref. Lisez The Secret Origin, ce sera la seule conclusion à en tirer, et puis on espère que ça vous a plu, on espère que vous avez réussi à quand même comprendre dans l'ensemble les critiques qu'on formulait à l'event, qu'on vous a donné l'envie de ne pas aller le lire du coup, mais en tout cas au moins de comprendre les tenants et les aboutissants de la chose. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut faire un débat aussi dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. On sait qu'il y a des gens qui sont fans de cette écriture ou de ce style très over the top. Nous, on prétend pas avoir parole d'évangile, évidemment. Par contre, nous, encore une fois, ça fait plusieurs années qu'on s'impose un peu de suivre les folies, les fantaisies de Monsieur Snyder, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc le podcast sera mis en news sur Tipeee pour pouvoir prolonger la discussion. On reste ouvert aussi sur les réseaux sociaux. Partager l'émission, bien entendu, c'est ce qui nous permet de pérenniser, d'agrandir l'audience du podcast pour qu'on puisse partager cette culture comics avec le plus grand nombre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour les prochaines émissions sur First Print. Salut.